Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 76. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial, c'est une sorte de hors-série puisque c'est un peu notre cours de récréation aujourd'hui. On va faire une draft historique. On va essayer de revenir sur tous les joueurs qui ont marqué les Sixers. En vérité, on va essayer de faire, je pense, une équipe avec les meilleurs joueurs de l'histoire des Sixers qui sera compatible avec le jeu qui est en 2025, le plus possible en tout cas. On va essayer en tout cas, et on va essayer de parler un petit peu d'histoire à travers les Sixers. Petit disclaimer, on est faillible et on n'était pas né dans les années 60 par exemple, donc on ne connaît pas tout parfaitement. On va parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, et si on a des angles morts, excusez-nous, on va essayer de faire de notre mieux. Et pour m'accompagner aujourd'hui pour cette draft historique, on retrouve encore une fois Matt, évidemment. Ça va, Matt? Ouais, ça va, très bien. Ravi de qu'on fasse cet épisode. Comme tu as dit, ouais, c'est pas évident pour certains profils, même les stars, j'ai envie de dire, en fait, on n'a jamais, enfin moi en tout cas personnellement, j'ai jamais vu les matchs en direct ou même en replay. C'est plus des extraits qu'on voit ou des documentaires, mais c'est ce que je disais en off. J'ai limite plus de connaissances sur Détroit, Chicago, les Lakers de l'époque que vraiment les Sixers. Même si bon voilà, on a des légendes, donc c'est quand même ça qui va aider. Mais c'est vrai que peut-être sur certains joueurs un peu moins connus, ça va être si je dois les prendre, bon je vais pas m'étaler dessus, c'est parce que j'ai regardé un peu des choses, mais voilà. Ok. Et maintenant, c'est une habitude, ça y est, il est dans l'équipe. Et aujourd'hui encore, Honoré est avec nous. Honoré, toi, comment tu te situes sur l'histoire des Sixers? Alors je pense connaître, les périodes entre guillemets, hein, «glorieuses» où je me suis un petit peu renseigné sur, le titre de 67, le titre de 83. Puis on a quand même la chance, d'avoir une franchise avec, une histoire assez forte, je pense, avec, plusieurs époques et de grands joueurs dans plusieurs époques différentes. Donc, pour une draft historique, je pense qu'on a quand même, de la profondeur pour aller chercher, 5 équipes, vraiment cohérentes. Hem Après, bon, évidemment, les équipes anciennes, je les ai pas forcément beaucoup vues. Moi, j'ai commencé le basket, avec, Joel Embiid, donc même Iverson, c'est une époque que j'ai Ouais. vu, quelques matchs, quelques extraits, mais sans suivre les saisons, à la longue. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose de cohérent. Ouais, pour ma part, j'ai commencé à suivre le basket, comme je vous le disais un petit peu en off, j'ai commencé à suivre le basket dans les années 90, et un de mes joueurs préférés au tout début où j'ai commencé à suivre, c'était Charles Barkley. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur son histoire et ça m'a un peu amené aux Sixers, même si c'est pas tout à fait là que j'ai commencé à supporter la franchise, c'est plus Iverson qui m'y a mené personnellement. Donc j'ai un peu de connaissances sur les années 80, j'essaierai de faire de mon mieux en tout cas à ce niveau-là. Et puis on essaiera de faire de notre mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire hein, si cet épisode a de la, comment dire, du succès. Nous dire en commentaire si on a dit des bêtises. Pour le coup, aujourd'hui, on peut dire des bêtises, ne vous inquiétez pas, mais on fera de notre mieux. Donc, pour commencer justement avec une draft, qui dit draft historique, déjà, pour le fonctionnement, on n'a pas de, comme c'est une draft avec les meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise, on n'a pas comment dire, de salary cap ou ce genre de choses, de restrictions, voilà, c'est le mot que je cherchais. On n'a pas de restrictions vraiment. On va drafter 5 joueurs pour former un 5 majeur et un sixième homme, et on avait dit pourquoi pas un coach. Donc, on va essayer de faire de notre mieux là-dessus. Et pour cela, qui dit draft, comme je le disais, dit tirage au sort pour savoir qui va drafter en premier. On va drafter en serpent. Ça, je ne l'ai peut-être pas dit. Oui, Donc, on va drafter en serpent. Donc, le premier qui draft redraft en sixième du coup. Et le troisième qui draft aussi en quatrième. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un 2 3 et 3, 2, 1. Voilà, ouais, c'est en ça. gros. Et, donc, pour le tirage au sort, Matt, tu vas nous faire ça tout de suite pour savoir qui va avoir l'honneur d'avoir le first pick et de prendre Tobias Harris tout de suite. Est-ce que quelqu'un va le prendre, hein? Ça, c'est la vraie question. N'empêche, c'est un joueur moderne, hein, donc Oui, on va c'est pas donner vrai. tout de suite toutes nos C'est billes, vrai, c'est vrai. mais ça peut aider pour avoir une équipe compétitive. Du coup, est-ce qu'on voit bien le tirage au sort? Enfin, Ouais, on voit très bien. Oui, oui, OK, c'est bah, bon. parfait. Allez, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Est-ce que je peux tirer au sort pour cette Ouais, draft? allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Et j'ai le first pick. Et bah, J'ai le du coup, first voilà, pick. donc comme vous le voyez à l'écran, donc ce sera Amine avec le first pick, Honoré
qui sera en deuxième et moi-même qui sera en dernier. Bah, ça me va très bien. Ça me va aussi. Ça me va Moi aussi. Je aussi en pense vrai, que bah, ce qu'on disait avec alors là encore on est 3 ça va, mais je me souviens avec Dunk Hebdo, c'est vrai que le problème des fois là vu qu'on est que 3 je pense que celui du milieu ça oui, va, mais le milieu d'une draft quand on est ouais, à 4 ou 5 5-6, c'est c'était compliqué. Ouais. vraiment passif en fait. C'est ça qui est un Ouais. peu, alors que quand tu es dans les premiers ou derniers, tu actif parce que tu as 2 choix qui consécutifs où c'est pas mal, mais vu que là on est que 3 bon en vrai ça va quoi. Oui, je suis totalement d'accord. Du coup, je vais avoir le first pick. Je suis plutôt content. J'avais un plan qui était prévu. C'était de prendre Tony Roten. Non, bien sûr que non. Donc mon plan, je vais le garder. Et j'ai un peu spoilé là dans l'intro, hein. C'est que je vais prendre Charles Barkley en pick numéro un. C'est un pick qui est pas si évident que ça. Mais je pense justement qu'on est sur un joueur donc années 80-90 qui a tout pour être un joueur moderne. Alors, ça shoot pas, hein. Clairement, ça en prenait quelques-uns avec des réussites, enfin ça shoot pas à 3 points, pardon, et avec des réussites moyennes, mais par contre, c'est tout simplement Zion avant Zion et sans les blessures qu'a eu Zion. On parle d'un joueur qui a été MVP en 93 Ouais. avec les Suns, mais qui était deuxième du MVP, je crois, en 89, si je dis pas de bêtises. Derrière, en 89, je crois, avec les Sixers. Derrière Magic Johnson, avec plus de votes pour la première place, hein. Donc, on voit là le niveau de Charles Barkley à Philadelphie. Alors, que dire, hein, c'est un joueur qui, en ISO, était extraordinaire. Euh, Annoncé 6-6, moi je pense que c'était plus un 6-3, 6-4 parce qu'il avait l'air plus petit que ce qu'il était annoncé. Et puissant, c'était 120, 120, 130 kilos. Et un joueur extraordinaire qui tournait en gros en carrière, c'est du 25, 12, 13 rebonds. Énorme rebondeur pour sa taille. Il a été à la bonne école avec Moses Malone. Donc voilà, une légende de la franchise dont le maillot est retiré, même s'il n'a jamais été plus loin que les demi de conf. Ça nous rappelle une superstar actuelle. En tout cas, il n'a jamais atteint les demi de conf avec les Sixers, puisqu'il a été en finale NBA avec les Suns plus tard. Donc voilà, c'était mon first pick, c'était Charles Barkley. Ouais et si je peux rajouter un truc, Hmm. c'est, je je trouve qu'on j'en ai jamais entendu parler, mais il a une efficacité de malade, hein, Ouais. Charles Barkley, hein. Mmh. Il est à 120 de true shooting plus, Après, de c'était énormément de tirs au cercle. Je dis, c'est pas ouais, pour mais minimiser, mais c'est à la Zion, justement, tu vois. ouais, mais C'est. c'est que je trouve que c'est complètement dingue. Tu vois, ce joueur, je regarde là sa saison 90-91, enfin, il y a 29 d'usage, donc c'est un usage de star, hein, aujourd'hui. 119 de true shooting plus, c'est Ouais. ce que fait Jokic, c'est ce que Hmm. fait les Curry. Mais tu vois, il y a des joueurs, on en parle de ces efficacités un peu records. Bah, je les ai cités, Curry, Jokic, Kevin Durant. Tu vois, je crois qu'il y a même Adrian Dantley, je crois qu'il y a Ouais. qui avait des efficacités un peu comme ça. Mais c'est complètement fou, quoi. Et alors que je trouve que Barkley, bah, on n'entend pas parler, alors que vraiment là, c'est vraiment des efficacités de malade. Surtout pour un, je veux dire, s'il aurait un petit usage, je peux comprendre, mais c'est quand même un usage qui est énorme. Et quand tu regardes, ouais, son free throw rate plus, il est à 200. Donc c'est vraiment un joueur en fait qui allait sur la ligne, comme tu dis. J'ai un peu cette impression ouais, que c'est un Zion, sauf que bah effectivement, bah il y a pas les blessures. Après, j'ai pas le c'est vrai que j'aurais bien aimé voir qu'est-ce que ça donnait au passing, tu vois? Les trucs comme ça, j'ai pas on n'a pas cet historique-là. Après, le problème, c'est que c'était aussi la NBA d'avant où, bah, tu Ouais, un c'est peu ça. ces meneurs gestionnaires, c'était pas vraiment leur rôle. Mais en tout cas, ouais, l'efficacité, je trouve, est complètement folle, quoi. Honoré. Heu, alors, je me doutais que Barkley partirait tôt, je pensais pas en first pick. Du coup, j'ai le choix entre 2 joueurs, que j'aime beaucoup. Je vais plutôt partir sur Will Chamberlain, tout de suite parce que, bah, sans prendre en compte la longévité, je pense que c'est le meilleur joueur à avoir porté le maillot des Sixers et à mon avis, la meilleure version de Wilt, c'est pas aux Warriors quand il plante, 50 points, mais c'est vraiment, chez nous, en plaque tournante pour l'équipe avec beaucoup de passing, et puis aussi une efficacité qui était complètement délirante. Enfin, j'ai regardé, en 67, il était à 129 de true shooting plus. Enfin, c'est des chiffres qui sont vraiment énormes. Je l'ai pas vu jouer, donc les comparaisons, c'est toujours à prendre avec de grosses pincettes, mais en voyant les stats, moi, il me fait un peu penser au Jokic actuel. Donc, bon, avec évidemment une époque qui est très différente.
le truc dommage, c'est la longévité parce qu'il reste que 3 saisons et demie, donc c'est dommage. Mais juste sur son passage, il est tellement marquant que bah, je pense que je suis obligé de le prendre. Puis il va chercher son titre en 67. Hem, sur le titre, ce qui est assez marrant, c'est que il est le 5e scoreur de l'équipe sur les finales. Alors que, bah, on imagine Wilt, en scoreur ultime, mais non, il s'était vraiment mis, en retrait pour au service de l'équipe et puis ça a super bien marché. Enfin, je pense vraiment que c'est la meilleure version qu'on ait jamais vue de Wilt sur cette période. Donc ouais, je vais prendre Wilt en 2e choix. Ouais, Wilt, en fait, la facilité ce serait de se dire justement que c'était la préhistoire du basket, et c'est un peu vrai. Mais il y a quelque chose qui peut aller dans ton sens aussi, c'est que c'était un monstre physique pour l'époque et qui dominait vraiment physiquement. Sauf que si vous regardez ses mensurations, il dominerait physiquement encore aujourd'hui, hein. Mmh. C'était une folie, Wilt Chamberlain. Alors évidemment, il dominerait pas autant qu'il le dominait à l'époque, mais on serait sur un pivot qui aurait beaucoup de domination et serait un pivot capable de créer offensivement pour lui, pour les autres, comme il l'a fait à l'époque, et qui du coup est un pivot un peu rare aujourd'hui dans la NBA actuelle. Alors justement, prendre un pivot en first pick, moi, c'est là où j'étais Oui. pas très chaud, parce qu'on est dans la NBA 2025 et que je préfère de la création, même si c'est de la création pour soi-même, comme Barclay pour l'instant. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Puis c'est vrai qu'on a 3 pivots qui sont assez exceptionnels dans l'histoire de la Oui, en franchise, plus, donc c'est Ouais. plus c'est vrai qu'on facile de prendre un pivot. on pouvait attendre un petit peu, mais le passing de Wilt, je me suis dit que c'était quand même intéressant dans une équipe. Je suis Donc d'accord, je ouais. comprends. Ouais, Matt? c'est assez, bon, on n'a pas les connaissances, hein, c'est tellement vieux, mais je sais que Ben Taylor de, Thinking Basketball est très, très bon là-dedans, dans Mmh. un peu parler des joueurs historiques de manière un peu analytics, des trucs comme ça. Et bah, il a fait plusieurs séries, mais c'est vrai que moi, c'est tout ce qui m'a toujours interrogé, c'est que c'était un joueur qui était ultra dominant, mais en vrai, il y a pas, parce que c'est pas comme la NBA actuelle, tu te dis, où il y avait 30 équipes. Gagner un titre, c'est ultra compliqué aujourd'hui. Mais à l'époque, je Ouais, sais pas combien il y avait, mais il y avait moitié moins d'équipes, voire même encore moins. mais il y a Et moins, un c'était une dizaine d'équipes. Ouais, et Ouais. qu'un joueur aussi dominant, on en entend tout le temps parler, bah, le fameux match à 100 points, enfin, ouais, il a vraiment dominé son époque, mais il y a quoi? Il a gagné que 2 titres, je crois, ou Oui, c'est quelque chose ça. comme Mmh. ça. Il y en a un deuxième aux Lakers. Tu vois, c'est ça qui est un peu, de ce que j'ai entendu Ben Taylor dire, j'ai l'impression qu'il y avait un peu un jeu qui se transposait pas hyper bien en play-off, tu vois? Il y avait un peu des limitations dans son jeu qui fait qu'au final, bah, ouais, c'était un joueur ultra dominateur, mais qui avait ses limites, quoi. Puis il y avait un sérieux concurrent pour les titres de toute manière avec les Celtics de, Ouais. de, de Russell à l'époque, et du coup c'était ça qui rendait peut-être la chose plus difficile. Oui, c'est ça. Il y a même pas de finale NBA hors ce titre de 67, hein. C'est parce qu'il y avait les Celtics, en face. Mais après, je pense vraiment qu'il y a 2 Wilt, hein. Il y a le Wilt, d'avant les Sixers qui était aux Warriors et qui scorait, bon pas dans le vide évidemment parce que c'était un joueur, fabuleux, mais il s'est vraiment transformé en arrivant en se mettant vraiment plus au service du collectif et j'ai l'impression que cette version était quand même bien plus valuable. En revenant à Philadelphie, puisque Oui, oui, bien les sûr. Oui, c'est Ouais. Warriors vrai. Mmh. étaient à Philadelphie, Ah enfin il y ouais. a toute cette histoire. Matt, on va passer tout de suite à ton choix, ton first pick. Ouais, bah, écoute, je suis ravi qu'ils soient encore là. Moi, je pense que j'aurais été first pick, je pense que je l'aurais pris aussi. Je vais prendre Joel Embiid. Hem, Comme j'ai dit, j'ai pas assez de connaissances historiques, mais j'ai quand même l'impression que c'est lui, enfin, en tout cas, il y a concurrence avec lui avec Wilt, pardon, pour le meilleur joueur de la franchise. Parce que, bah, justement, Ben Taylor en parle, d'ailleurs, il les compare souvent d'ailleurs, hein. Parce qu'évidemment, on a les matchs à 100 points de Wilt, mais en fait, la fameuse saison là, bah, où il est MVP, hein, Joel Embiid, mais le point par minute de Joel Embiid, je crois que c'est un record, et il était justement sur les bases de Wilt Chamberlain. En termes de scoring, c'est un truc de fou, quoi. Joel Embiid, bah, en plus, bah, il a été que chez nous, et malgré en fait toutes ses blessures et finalement les incertitudes, bah, il a dominé là, la période là, avec, Doc Rivers surtout. De 2020, ça a commencé jusqu'à, ben, malheureusement, sa blessure au ménisque, mais c'était vraiment vraiment il était à un niveau MVP, et si Jokic n'existait pas, je pense qu'il en aurait eu plusieurs, tellement il a enchaîné, 3-4 saisons, de saison régulière, que vraiment de folie, quoi, en plus domination des 2 côtés du terrain, quoi, que ce soit en attaque ou en défense, et on le voit aujourd'hui.
Bah, voilà, vu qu'il est blessé et que c'est plus le même joueur, bah, voilà, les Sixers en pâtissent de ça et sans lui, bah, on le voit sur le terrain et dans les résultats que, bah, c'est plus du tout pareil et j'ai envie de dire, c'est depuis qu'on les Sixers là, récents, depuis le process, bah, en fait, on est dépendant de lui et ça se voit, en fait. Ça se voit énormément, mais c'est un joueur qui est incroyable. C'est un joueur qui est incroyable. Bon, il y a pas grand-chose à dire, hein, sur Joel Embiid, vous le connaissez tous. C'est ça, ouais. Là, on est sur la période, difficile justement où on le voit de moins en moins jouer, de jouer, en difficulté physique et tout ça. Mais évidemment, un choix évident. Bon, effectivement, moi j'ai fait un choix qui se portait plus vers l'extérieur parce que je savais qu'il allait me rester un pivot, mais j'espérais secrètement qu'il y aurait quand même Joel Embiid en deuxième pick en me disant peut-être qu'il passera entre les mailles du filet. Mais bon, moi j'ai pas grand-chose à dire sur Embiid, hein. C'est un joueur que j'ai adoré suivre malgré tous les problèmes aussi qu'il a engendré. C'est un joueur extraordinaire. Un des plus grands joueurs de l'histoire de cette ligue, même s'il n'est pas tout en haut évidemment, c'est tout de même un Hall of Famer, quoi. Bah, il y a un sentiment d'inachevé qui est terrible avec Embiid, hein. On le voit maintenant parce que on a tous compris que c'était la fin ou pas loin. Euh, il manquait de moteur, quoi, concrètement, Mm. Ouais. pour les playoffs, pour enchaîner plusieurs séries à haute intensité. Mais il faut pas oublier les régulières qu'il nous a faites, hein. Et je pense qu'il pâtit un petit peu du niveau de Nikola Jokic. Mm. Mais tu retires Jokic, vraiment, il a eu un niveau qui est all-time, hein. Il y avait tout sur ses régulières. Il y avait un volume au scoring qui était historique. Il y avait une efficacité qui était très très élevée. Il y avait de la défense, un peu de passing. Enfin, vraiment, je sais pas si on se rend compte du niveau qu'a atteint Joel Embiid. Enfin, nous, dans la franchise, enfin, on l'a vu jouer, donc peut-être un peu plus que d'autres, mais vraiment, on a eu la chance d'avoir ce joueur-là pendant plusieurs années. Ouais et puis, bah, je crois que c'est Guillaume qui en parlait là, des fameux filtres, d'un certain volume de responsabilité. Je crois que il est pas loin de 40 d'usage là, Mm. sa saison où Ouais, il est c'est une MVP. folie. Avec une telle efficacité, il y avait que lui, en fait. Quand tu fais un Mm. filtrage, mais historique, hein, je parle, bah, il y a que lui. Il y a que lui, je suis en train de regarder sur Cleaning the Glass rapidement, il était à 38,9 d'usage, c'est énorme. Enfin 39, c'est vraiment un volume de responsabilité dingue et il était à 1,29 points par tir, donc c'est de la folie et en plus alors la défense, c'est vrai qu'en régulière, c'est à Oui, minimiser parce que des fois, c'est vrai qu'on attend Oui. même des fois, j'entends des podcasts américains te dire: «Oui, c'est, niveau Deepoy». Je suis pas trop d'accord. En fait, Joel Embiid, il y a un peu un Joel Embiid aux deux visages, enfin aux deux, comment dire, aux deux carrières, j'ai envie de dire. Mais son début aux Sixers, là où pour le coup, c'est vraiment du niveau oui, Deepoy en régulière et tout, etc. Mais à partir vraiment de la saison 2020-2021, on n'est plus sur un Joel Embiid niveau Deepoy. Évidemment, il est toujours bon défensivement. Par contre, en playoff, on retrouve le Joel Embiid ouais, Deepoy. systématiquement. La série contre Boston Ouais. où il y a James Harden, il est vraiment niveau Deepoy, hein. C'est incroyable. Les Celtics ne vont pas au cercle tellement il a cette force de dissuasion. Mais en fait, c'est un peu comme s'il se reposait entre guillemets en défense en saison régulière. Il force pas. Mais par contre, arrivé en playoff, bah, à chaque fois, c'était vraiment calibre Deepoy. Je pense qu'on peut le dire. Et je pense même que la fameuse série, les demi-finales de conf contre les Raptors qui se sont terminées terriblement, où il a été beaucoup pointé du doigt parce que Ouais, offensivement, il était en difficulté, défensivement, il était très très ouais, costaud aussi sur cette série. Et oui, tu as parlé d'un truc, c'est un joueur dont le style de jeu a beaucoup évolué avec le temps, hein. ouais, Au fur et à la version finale d'Embiid est beaucoup moins poste bas et beaucoup plus sur de l'ISO avec des longs 2, ce genre de choses. C'est un joueur qui a mine de rien beaucoup évolué et qui aussi, on l'oublie, a commencé le basket très tard, hein. C'est ouais, incroyable de son niveau technique alors qu'il me semble qu'il a commencé à 17 ans, hein, je crois, ou 16 ouais, c'est peut-être, ça, ouais. c'est une folie, hein, d'atteindre ce niveau technique en commençant ce sport aussi tard. On va continuer, sinon on va rester beaucoup trop longtemps sur tous les pics. Matt, c'est toujours à toi. Ouais. Tu vas pouvoir tout de suite prendre ton deuxième joueur. J'ai un peu hésité, même si j'avais quand même mon idée en tête. Il a fait un très court passage malheureusement chez nous. Je vais prendre Ah, Jimmy Butler. ah, Je vais prendre Jimmy Butler, je suis obligé parce que
en plus, cette itération des Sixers beaucoup trop courte restera toujours un énorme regret. Vraiment, c'est le truc que je regrette le plus. En plus, c'était vraiment l'époque où, bah, je suivais énormément forcément, ouais, c'est un regret cette itération Butler-Embiid. On l'a vu, ben, une saison régulière qui en plus, bah, même pas dès le début puisque le trade arrive tôt, mais il arrive pas non plus dès le début de la régulière. Bon, il y a eu en plus Embiid qui a eu un peu ses blessures, j'ai envie de dire comme d'habitude malheureusement dans sa carrière. Mais c'est surtout, bah, les playoffs quoi. On va en 7 contre, bah, on le savait pas encore, mais c'était le futur champion NBA et je pense que c'était l'équipe peut-être la mieux armée et pourtant, elle avait des défauts cette équipe. Je veux dire, le spacing était vraiment pas dingue parce que tu avais toujours, bah, Ben Simmons, Tu avais Tobias Harris Tobias qui était Harris et Redick qui shootaient. C'est voilà, tout. c'est ça et même Tobias Harris, tu vois, qui était pas non plus forcément le Oui, plus fiable à 3 points, même si voilà, c'est quand même, mais c'est surtout tu avais un banc catastrophique, j'avais envie de dire le oui. banc était inexistant. C'était James Ennis Mike et Mike Scott. Scott qui sortaient du banc. Heu, Au game 7, j'ai revu récemment, James Ennis et Mike Scott doivent jouer 10 minutes et c'est le 5 qui joue, mais parce qu'en fait, bah, Brett Brown n'avait aucune solution. Mais c'est vrai que ce duo-là, je trouve, c'était pas encore le Jimmy Butler, prime parce que je pense qu'il est arrivé à Miami, mais Miami, il oui. était déjà très fort. Mais j'ai envie de dire les autres choix que j'avais en tête, c'était pas non plus vraiment leur prime. Donc moi, c'est pour ça que je fais ce choix-là et puis j'avais bien aimé aussi le choix de Brett Brand de plus se tourner sur, en fait, les Sixers jouaient pas du tout de pick and roll, à cette époque-là parce que, bah, en plus, tu avais pas vraiment de jeu pour et les joueurs pour, mais c'était, bah, beaucoup de sorties d'écran, beaucoup de jeux à 2 entre Redick et Mm. Joel Embiid. Mais c'est vrai qu'arrivé en playoff contre les Raptors, il y avait beaucoup de gens en pick and roll avec Joel Embiid. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir qu'est-ce que ça aurait pu donner, mais je suis sûr que ça aurait pu donner un duo magnifique, dans le futur. Que dire, hein, moi je suis déçu, déçu qu'il soit pris aussitôt, même si avec déjà Charles Barkley en premier pick, ça devenait compliqué de prendre Jimmy Butler pour des questions de spacing qui auraient commencé à être vraiment compliquées, sachant qu'il faudra rajouter un pivot en plus. Mais s'il restait dans un coin de ma tête en me disant, bon, on va peut-être pas le prendre, Jimmy Butler, parce qu'il n'est pas resté longtemps, mais moi je te comprends totalement, hein, c'est la meilleure période de notre histoire récente du côté de Philadelphie est avec Jimmy Butler. Ouais, moi, Honoré. quand t'as dit que tu prenais un joueur qui était resté sur un très court passage, j'ai cru que tu parlais d'un meneur des dernières années, qui est intéressant à prendre aussi. Mhm. Butler, je l'avais plus tard dans la draft, mais pas tout de suite. Mais je suis peut-être trop influencé par le passage qui est trop court. Mais sinon, oui, évidemment, ben, il y a des regrets que ça n'avait pas duré plus longtemps, mais oui, c'est un bon choix. Ouais. J'enchaîne Du, du coup. du coup, tu peux enchaîner, Honoré, ouais. Avec ton deuxième pick à Euh, toi aussi. alors du coup, je vais partir sur un joueur. Je pensais qu'il partirait plus tôt. Je vais prendre Julius Erving. Ok. J'ai un doute quand même sur la façon de transposer son jeu dans la NBA Mhm. de 2025, mais c'est un joueur trop important dans l'histoire de la franchise, donc je voulais pas qu'il descende trop bas non plus. Bon, en fait, c'est peut-être même le meilleur joueur de l'histoire, hein, si on combine le niveau de jeu et la longévité. En fait, il arrive en 76, et dès la première saison, ça fait finale NBA. Et puis derrière, il connaît tout. Enfin, il y a plusieurs finales. Il y a le MVP en 81, il y a le titre en 83. Bah, il y a même Michael Jordan qui dit que c'est son idole. Enfin, je trouve que c'est Mhm. dur de passer à côté. Donc ouais, je voulais vraiment le prendre. Bah après, dans son jeu, il y a le jeu aérien évidemment, avec tous les highlights qu'on a tous vus, qui a influencé la NBA. Il y a beaucoup de joueurs qui disent s'être inspiré de lui quand même, avec tous les dunks un peu acrobatiques. Enfin, c'était vraiment novateur, je pense, pour l'époque. Mais après, il n'y avait pas que ça. Enfin, c'était un joueur assez complet de ce que j'ai pu voir, qui était un peu bon partout, scorait pas seulement au cercle, hein, aussi en mid-range, plutôt bon défenseur, un peu de passing aussi. Moi, j'ai juste un regret, c'est qu'il n'ait pas pris un titre avant l'arrivée de Malone, parce que ben
tu rajoutes un MVP à une équipe qui était déjà Mmh. multifinaliste, c'est presque un peu trop facile. Moi, ça me fait un peu penser à l'arrivée de KD aux Warriors. Mais bon, même sans ça, l'empreinte qu'il a laissée sur la franchise, elle est vraiment énorme. Il y avait quand même une forte concurrence à l'époque, hein, donc même si on avait 2 MVP, dans l'équipe, les Celtics à l'est, les Lakers à l'ouest, c'était compliqué donc ça a quand même de la valeur. Même si, Mmh. je te rejoins, moi je l'avais pas trop considéré, sur mes premiers pics en sachant justement que quelqu'un allait le prendre, parmi vous. Ça reste un joueur intéressant parce qu'on n'a pas énormément de grands ailiers qui ont joué dans la Ouais. franchise finalement, donc je l'avais considéré mais j'avais un peu peur sur la transposition de son jeu, effectivement. C'est un joueur très années 80, je Ouais, trouve, ouais. voire même 70-80. Et du coup, je suis pas sûr de son fit avec les années actuelles. Mais il y avait certaines qualités, notamment des qualités athlétiques, qui lui permettraient de. C'est-à-dire, c'est un joueur intelligent. Je pense que il faut aussi mettre ça en considération quand on parle des joueurs de l'époque. C'est-à-dire que s'il était né dans les années 2000 et qu'il jouait aujourd'hui, je pense qu'il aurait l'intelligence de jouer différemment. Donc, à un moment donné, le talent était là, quoi. Ouais, moi, c'est clairement le manque de connaissances qui me fait, Mmh. évidemment, je sais qui c'est, hein, c'est quand même un joueur légendaire. Puis en plus, c'est vrai que ce qu'a dit Honoré, c'est vrai, j'ai souvent entendu dire que c'était une source d'inspiration pour beaucoup de joueurs. Il y a LeBron James aussi qui l'a dit, enfin, tu vois? Jordan. Mmh. Jordan, LeBron. enfin, tu vois, des légendes du jeu qui disent ça, c'est quand même, ouais, c'est à noter. C'est à noter, mais c'est vrai que je trouve on n'a pas trop de contenu sur lui, tu vois? De Mmh. documentaires, je parlais de choses comme Il a joué ça, beaucoup en ABA en plus aussi, hein, ouais, c'est donc ça peut-être aussi qui a joué, donc c'est vrai qu'on n'arrive pas trop j'arrive pas trop non plus à m'en faire une image. J'ai quelques images en tête où il a eu fait des dunks, où tu le vois, il est aérien, donc je comprends l'inspiration de Jordan, de LeBron, ça fait sens, mais c'est vrai qu'en termes de niveau bon, niveau de jeu, vu qu'il a été MVP, on se doute que c'était un grand joueur, évidemment, mais c'est vrai que, bah, voilà, quoi, moi, pour moi, mes connaissances s'arrêtent là, donc c'est vrai que c'est difficile de me dire comment je transpose ça, tu vois? Voilà, quand tu as pas assez de la connaissance sur le joueur, c'est difficile de faire ce choix-là, quoi, j'ai envie de dire. ouais, tu as parlé des dunks qu'on a vus. Ça aussi, on le sait, c'est que c'est un peu lui le dunk, quoi, en quelque sorte. Tu vois, Ouais. le dunk aérien, c'est lui qui l'a presque amené en NBA. Donc, c'est quelque chose. On va passer à la suite et c'est à moi de prendre mon joueur suivant et il va avoir un lien direct avec celui que tu viens de prendre, Honoré, puisque je vais prendre son lieutenant, entre guillemets, du titre de 83. Je vais prendre Moses Malone, moi. Et j'avoue que de toute manière, il y aurait eu peut-être hésitation avec Embiid en me disant Malone prendra moins de volume en attaque. Moi, j'ai un Barclay qui va être un peu héliocentré dans mon équipe. Donc, je voyais déjà Malone comme un joueur important, surtout qu'ils ont joué ensemble, Barclay et Malone, les 3 premières années de Charles Barclay, si je ne me trompe pas. Malone fait 4 saisons à Philadelphie. Il y en a une où il y a le titre, du coup. Et Moses Malone, rest in peace, hein, puisqu'il est décédé en 2015, qu'on surnommait le président des rebonds. C'était Mmh. un monstre au rebond, et c'est comme ça que Charles Barkley, à son contact, est devenu un monstre aussi au rebond. Il a souvent dit lui-même que c'était Moses Malone qui lui avait mis le pied à l'étrier. Et joueur donc pivot, capable de prendre de la charge en attaque mine de rien, d'être très bon en défense. Alors il y a un peu de questions sur la mobilité parce qu'on n'est pas sur les mêmes mobilités aujourd'hui qu'à l'époque. Mais je pense tout de même qu'avec une raquette Barclay Malone. Alors Barclay par contre j'en ai pas parlé, mais en défense c'était compliqué. Ça l'intéressait pas beaucoup. Surtout dans le jeu des années 90, c'est surprenant qu'il y ait des joueurs que ça intéressait pas trop, mais Barclay, ça l'intéressait pas trop. Mais avec Moses Malone en second rideau, je pense que ça devrait aller. Je devrais avoir une raquette plutôt intéressante, un spacing inexistant pour le moment. Et c'est pour ça que mon troisième choix va se porter forcément vers du spacing. Et c'est là que j'ai eu un peu de temps, mais j'hésite quand même un petit peu. J'hésite entre ajouter une star ou prendre tout de suite un role player. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué.
c'est compliqué parce que avec Charles Barkley, avec Moses Malone, je sais pas ce qui est le plus intéressant. Allez, tant pis. Je vais faire ce que tu as cru honorer que Matt allait faire. Mmh. Je vais prendre James Harden pour mon pick numéro 3. Alors James Harden, son passage aux Sixers, bon là, c'est vraiment très récent. Tout le monde s'en souvient, avec le défaut qu'il a eu à peu près partout, c'est-à-dire des matchs de playoff où il est pas transcendant et d'autres matchs où il est monstrueux. Mais en saison régulière notamment, le meilleur partenaire de Joel Embiid dans sa carrière, en tout cas celui qui l'a plus aidé à être bon. Le meilleur partenaire en carrière de Tyrese Maxey, qui l'a Ouais. aidé à être le meilleur à son meilleur niveau. Euh, J'évite de prendre toute sa carrière en compte. Et moi, James Harden, joueur très polarisant, moi je suis dans la team de ceux qui adorent ce joueur, qui avec certains problèmes dans le comportement, notamment d'hygiène de vie, bah finalement ça se voyait pas tant que ça sur les terrains de basket. Et playmaker extraordinaire. Chez nous, c'est moins le scoreur implacable qui a été avant aux Rockets, mais ça reste un très bon scoreur. Disons que chez nous, il lui manquait, on n'avait pas le Harden qui, sur drive, tuait tout le monde. C'était peut-être Ouais. le Harden qui nous manquait, mais ça reste un des meilleurs meneurs de l'histoire de la franchise. Alors, c'est compliqué de dire ça parce qu'il y a eu des meneurs qui ont marqué beaucoup plus l'histoire des Sixers et James Harden ne l'a pas marqué, mais on fait une draft. Donc forcément, j'essaie d'avoir la meilleure équipe possible et moi, je commençais à manquer à la fois de spacing et à la fois de création pour les autres. Donc le pick and roll, les pick and roll James Harden, Malone et le pick and roll James Harden, Charles Barkley, je suis Ouais. plutôt content de les avoir et j'ai déjà une base. Pour l'instant, il va falloir aussi que Moses Malone défende vraiment pour tout le monde, hein. Donc ça Oui. risque d'être compliqué. Mais j'ai ma petite idée pour la suite pour ça. Ouais, non mais ouais, t'as raison. Moi, c'est vrai que c'était le choix avec lequel j'hésitais, avec J'ai Butler failli parce prendre que Drew Holiday, c'est pour te dire. ouais, bah, parce que en fait, c'est ce qui me je me posais la question, je disais: «Bon, j'ai le choix entre un joueur, c'était pas encore son prime et en plus qui a fait un très court passage dans la franchise et un autre, bah, qui est quand même beaucoup plus long et qui a quand même eu un certain niveau de jeu, qui était pas Mm. non plus dans son prime, mais qui était quand même plus âgé». Je me dis: «En vrai, je pense que les niveaux de jeu se valaient», puisque James Harden n'était plus dans son prime parce qu'il était, plus vieux et Butler, c'est presque l'inverse. Lui, il était encore un peu «jeune» entre guillemets. Mais après Butler, le truc, c'est que j'ai envie de dire l'année d'après, c'est son prime, il commence là, quoi. Parce que c'est la bulle, c'est un peu là où il explose, avec Miami dans ce jeu un peu plus héliocentrique, donc je me dis: «Bon, bah, chez les Sixers, ils ont été peut-être pas si loin». Puis en plus, bah, est-ce que dans l'itération Joel Embiid, c'est limite l'équipe, bah, la plus forte et c'était un peu lui la «pierre angulaire» entre guillemets en attaque? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, Joel Embiid, bah, c'était surtout la défense encore à cette époque-là et Mm. Butler, c'est un peu lui qui portait l'attaque, donc c'était un peu ça pour mon choix. Mais ouais, moi, James Harden, moi, je suis pareil que toi, je suis un grand défenseur de ce joueur-là. Moi, c'est un joueur que j'adore et c'est pareil, je trouve que c'est le deuxième plus gros regret que j'ai de qu'il soit plus là, en fait. Mm. C'est vraiment, on l'aurait encore aujourd'hui, on n'aurait pas toutes ces questions. Je veux dire le duo, le fit n'était pas parfait, je pense avec Joel Embiid, mais Bien sûr. le talent était tellement là et puis même le duo de pick and roll était incroyable. Moi je pense qu'il manquait juste peut-être encore un peu de talent autour et un meilleur coach. Tu vois, il y aurait eu Nick Nurse. Nick Nurse aurait été encore là avec, James Harden et Joel Embiid, bah, j'aurais bien aimé voir parce que franchement je pense que c'est peut-être ça qui manquait à cette équipe-là et je pense que même la saison 2023, on en a déjà parlé un peu avec Amine en off, j'aimerais qu'on en reparle de cette saison parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu sous-cotée parce que vraiment je pense que les chances de titre étaient beaucoup plus là que ce qu'on le pense vraiment parce que Mm. je sais que le jeu était beaucoup critiqué parce que peut-être que des fois je peux comprendre c'est peut-être pas très beau à Stéréotypé. regarder, c'était un peu stéréotypé parce qu'en plus les deux allaient chercher beaucoup de fautes, mais après j'ai envie de dire est-ce que c'est un mal d'aller chercher beaucoup de fautes? Je pense Non. pas trop, mais c'est vrai que le jeu était peut-être un peu stéréotypé, mais le talent et tout, il était là, quoi. Et je pense qu'il manquait peut-être un peu d'optimisation autour de ça et ça aurait pu quand même donner quelque chose. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, j'y pensais pour mon pick juste après. J'hésitais avec un autre meneur. Euh, il aurait presque pu arriver un tout petit peu avant, au moment de sa demande de trade des Rockets. Ouais, ça aurait C'est été bien. dommage. Ouais, c'est parce qu'en plus à ce moment-là, C'était il pas avait un loin en peu plus, plus. hein. Ouais, vraiment, on avait de quoi C'est proposer ses un. débuts aux Ouais. Nets,
c'est Ouais. encore James Harden prime. C'est une Mmh. folie, hein, Ouais, ouais. enfin bref. Oui, oui, c'est clair. C'est le duo Embiid avec Harden des années Rockets, avec l'explosivité qu'il avait, le drive, enfin sa capacité à provoquer des lancers francs. C'est dommage de pas l'avoir eu un petit peu avant, mais on a quand même eu un joueur de très très haut niveau hein, quand il était chez nous. Et puis un gestionnaire. Enfin, on s'en rend compte maintenant qu'il est parti. C'est une qualité tellement importante. Il faisait tellement de bien. Vraiment, ouais, je me demande même si c'est pas le meilleur meneur à être passé chez nous, hein. Là, comme ça, j'en ai pas d'autres. C'est juste dommage que ça soit si court. Oui. Euh, On enchaîne tout de suite. C'est à toi, Honoré. euh, Ton troisième joueur. oui, du coup, alors je pensais prendre Harden, mais je vais prendre l'autre meneur avec lequel j'hésitais, c'est Mochix. Alors ça me gêne un peu plus parce que avec mes deux premiers choix, j'ai pas forcément beaucoup de spacing. Et Mochix va pas forcément en apporter. Mais bon, c'est c'est le meneur historique des années 80. Il passe 11 saisons quand même chez nous, hein. C'est le meneur du titre de 83. Alors c'était pas un meneur scoreur comme on en a beaucoup aujourd'hui. C'est un vrai meneur à l'ancienne pour le coup, très gestionnaire et puis qui apporte du passing et puis une défense d'élite surtout, hein. Enfin, j'ai vu qu'il avait été nommé très souvent dans les All Defensive. Ouais. Et 5 puis fois, je crois. oui, c'est possible. Et puis un des meilleurs intercepteurs de l'histoire de la NBA. Et puis même après sur son scoring, enfin c'est un petit volume, il était entre 10 et 15 points par match. Bah après je pense que c'est l'époque aussi qui voulait ça. Et puis il était entouré d'une équipe fantastique, hein, donc c'est pas ce qu'on lui demandait. Enfin on lui demandait pas de scorer plus, mais il le faisait quand même à une bonne efficacité. Enfin il est vers les 110 de true shooting plus, donc c'est quand même pas mal. Et puis bah dans une draft historique, je me dis que on va avoir beaucoup de joueurs capables de scorer, donc avoir un joueur qui a des capacités à se mettre au service de l'équipe, c'est quand même très utile. Donc ouais, je suis content de ce choix. J'y ai pensé beaucoup, à Mochix, mais il y a quelque chose qui m'a refroidi beaucoup, c'est sa taille. C'est son 1,82 m, je crois, qui fait que je me suis dit: faut vraiment qu'il soit fort, hein, pour, en 2025, jouer. Donc ça m'a beaucoup refroidi et puis les All NBA, bon, c'est un joueur que je connais pas assez bien, même si j'ai regardé un peu de basket des années 80, je me concentrais beaucoup sur les joueurs un peu plus stars, on va dire, et du coup, j'ai pas de connaissances sur sa défense réellement, et les All Defensive pendant très longtemps, joueur très playmaker défensif. On sait que un playmaker défensif ne fait pas forcément un très bon défenseur. Donc tout ça, ça fait que je me l'étais mis un peu de côté au cas où, mais que j'allais pas le prendre. Et du coup, toi, tu te retrouves avec une équipe très OG, Ouais. Honoré, Ouais, ouais. puisque on a Chamberlain, on a Irving et on a donc Mochix. C'est intéressant. Ouais, moi, je me l'étais noté, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est vraiment si j'ai un souci de quelque part que j'ai plus trop de choix. Mais comme je dis, pour moi, c'est la connaissance en fait du joueur. Puis c'est vrai que j'ai l'impression côté spacing, c'est quand C'est tu regardes un compliqué, peu ouais. les stats, ouais, c'est un peu ça. Je me suis dit, Après, ouais. je vais quand même Mmh. dire, pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir le truc et qui peut aider pour les anciens joueurs. Motix, un extérieur, capable de prendre sûrement des mi-distances à ce moment-là et tout. J'imagine que formé aujourd'hui, c'est un joueur qui shooterait. Je sais pas comment il shooterait, mais il shooterait quoi, à Ouais. minima. Ouais, C'est je suis comme en ça que train. je le vois en tout cas. Je regarde, il est à 80% en lancer franc en carrière, donc ça présage Voilà, quand même Ouais, d'un c'est joueur c'est pas mal. qui shoot. qui Et peut shooter. c'est vrai que j'ai un peu l'image de meneur gestionnaire en plus. C'est un peu. Mmh. Après, c'est logique, c'était l'époque, hein. C'était complètement l'époque de ces trucs-là. On l'a même dans les années 2000, c'était encore ça. Donc ouais, ouais, pas de surprise. Du coup, moi, je vais aller sur C'est à ton mon tour, ouais. troisième choix. Ça va peut-être surprendre, mais je vais prendre Tyrese Maxey. Je vais Ça me prendre surprend Tyrese pas tant que Maxey ça. Ouais, ouais, parce c'est un que, super en joueur de fait, complément. c'est Mmh. ouais, et puis en fait, je trouve que c'est un trio de rêve parce que c'est un peu tu vois, quand tu me demandes avec quel joueur il y aurait bien Maxey, bah, il y a évidemment Embiid, on l'a vu, leur duo qui est super parce que en fait, Embiid, il a besoin d'un joueur un peu qui lui tourne autour et c'est un Ouais. peu c'est ce que fait Maxey. Et après, je trouve que quand même, ces deux-là ont besoin d'un joueur playmaker à côté. Et je trouve que Butler va super bien. Ah Toi, oui. si tu enlèves
Si tu enlèves même Embiid et que tu me dis avec quel autre joueur Maxey irait bien, je pense que Jimmy Butler est assez haut, hein, dans la liste. Toi, aujourd'hui, quand on en parlait souvent avec Amine, je crois que c'est même toi, Amine, qui me le disait, avec quel joueur irait bien aujourd'hui, Maxey, hors Embiid, bah, tu m'avais cité Cade Cunningham. Et c'est vrai que, Ouais. bah, parce que grand, qui sait défendre et qui est playmaker. Bah, Jimmy Butler, il Butler. rentre, il rentre parfaitement là-dedans. Donc, je trouve que le fit est évident, quoi. Et puis en plus, j'ai quand même besoin de shoot, donc je me dis là au moins t'as du playmaking, t'as de la défense avec Joel Embiid et Butler, et puis bah t'as du shoot à 3 points. Et puis tu enlèves un peu ces responsabilités de playmaking que bah on le sait, c'est pas la force de Maxey, on le répète assez souvent, mais c'est vrai. Mais tu vois que je me fais souvent critiquer, enfin je sais pas, mais je sais que j'ai souvent cette image négative de Maxey, mais si je le prends aussitôt, c'est que bah, c'est qu'il a de la valeur, en fait. Il a de Bien la sûr, valeur, mais mis dans le bon contexte, il a de la valeur. Mais il faut quand même qu'il soit mis dans le bon contexte, quoi. complètement. Bah, que dire? Moi, je pense qu'on va pas passer 3 ans à parler de Tyrese Maxey parce qu'en plus, bientôt, on va beaucoup en parler. Petit teasing. Du coup, oui, en tout cas, j'aime beaucoup comment articuler ton équipe, du coup. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je sais pas si Honoré veut ajouter quelque chose. Ah bah moi c'était mon pic d'après Tyrese Maxey. Je trouve que vraiment dans une équipe comme ça avec que des force scoreurs, un mec qui shoot aussi bien off-ball, surtout qu'on essaye quand même de faire une équipe qui colle au jeu de 2025, c'était vraiment le joueur parfait à mettre bah, dans toutes les équipes. Donc ouais, je comprends tout à fait que tu l'aies pris aussitôt. Du coup, Oui, peut-être je vais ouais, récapituler nos équipes, vu que je ouais, les ai ce que notées. j'allais Je les ai proposer. notées, vu que là, on est tous à 3 joueurs chacun. Donc, du coup, Amine, vu que tu as eu le premier choix, donc tu as pris en premier Charles Barkley, en deuxième James Harden, et puis en Non, troisième. Moses Malone Non, en c'était deuxième Moses Malone, pardon, deuxième, et James et James Harden Harden en 3. ensuite. Toi, Honoré, donc tu as pris Wilt en premier, Julius Erving en second et Mo Cheeks en troisième. Moi, Ça, j'ai ça pris manque de Joel Embiid. spacing. Ouais, j'ai pris du coup Joel Embiid en premier, Jimmy Butler en deuxième. Là, du coup, je viens tout juste de prendre Tyrese Maxey. Là, j'en suis à mon choix numéro 4 et j'avoue que j'hésite entre 3 joueurs. J'hésite entre 3 joueurs. C'est Quel pas poste? évident. Pas Les joueurs? Alors, j'ai 2 ailiers et un arrière. Deux Ok. ailiers et un arrière. Ah, Mais je pense quand même que je vais aller sur lui. J'hésite surtout même entre deux. Allez, je vais prendre André Iguodala. Je vais prendre André Iguodala. Parce que quand même, son prime est quand même chez nous, hein, j'ai envie de dire, hein. Ah, il était haut dans ma liste, hein, Iguodala. Moi, c'est un J'avoue. joueur que j'adore. Mais je l'ai plus finalement suivi quand il était hors Sixers que. En fait, moi, pour expliquer un peu aux auditeurs, vraiment, moi, en fait, comment j'ai supporté les Sixers, c'est les jeux vidéo parce que je les prenais tout le temps. Parce qu'en fait, on m'a offert un maillot de Iverson à Noël quand j'étais petit. Je regardais aussi Sport Plus diffuser des matchs de NBA souvent. Et j'avais cette chaîne-là. Je sais pas trop pourquoi j'avais cette chaîne-là, mais je l'avais. Du coup, je tombais sur des matchs de Allen Iverson. Puis c'est vrai que le maillot dehors qu'on a aujourd'hui, là, d'ailleurs que je suis ravi, mais c'est aussi un peu pour ça que je voyais Iverson jouer, sa manière de jouer, c'est un peu ça qui m'a fait aussi tomber amoureux. Mais vraiment, vraiment, la période où j'ai commencé à regarder la NBA du coup en 2011, et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un peu ce run de playoff inattendu, où il y avait Jrue Holiday et André Iguodala en 2012, où les Sixers vont en demi-finale de conférence et ils perdent en 7 contre Boston. Et j'ai pas mal suivi en fait ces séries-là. Et c'est vrai que elle faisait un peu kiffer cette équipe. C'était un peu l'équipe mid, mais que tu vois, qui fait un peu un push en playoff inattendu. Ouais. Parce qu'il y a la blessure d'Eric Rose au premier tour. Puis ensuite, contre les Celtics, c'était un peu inattendu. Parce que c'était quand même les Celtics forts, hein, avec Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo. Et il les emmène quand même jusqu'en 7. Mais c'était un peu l'équipe grit and grind, j'ai envie de dire, hein, où tu avais Iguodala et Jrue Holiday dans l'effectif. Et il y avait d'ailleurs Elton Brand qui jouait encore, qui est aujourd'hui général manager des Sixers avec Daryl Morey. Mais ouais, mais André Iguodala, c'est un joueur que j'adore. Il y a eu la période Nuggets, puis la période Warriors, tu vois, mais qui est vraiment très très fort défenseur. Et c'est vrai que c'était un peu à cette époque-là, il était un peu le go-to guy en fait. Ouais. Alors, Ouais. le costume était peut-être un peu trop grand pour lui, mais franchement, il y avait quand même des perfs sympas, tu vois. Côté athlétique, alors, il n'y a pas trop le shoot à 3 points, mais par contre, la polyvalence défensive est incroyable, quoi.
c'est vraiment un super défenseur Ouais. extérieur où il y a même du MVP de dépassement de finale, fonction, quoi. grâce à sa défense, hein. Ouais, LeBron Stopper. c'est vrai. Mais oui, oui, il était très je pense que c'était mon prochain pick, hein, si, personne ne le prenait. Hem, je pense qu'on a plus envie d'avoir le Iguodala des Warriors dans notre draft que celui qui a été aux Sixers, c'est-à-dire un peu plus role player justement pour pas lui donner trop de responsabilités et un peu plus de shoot à 3 points, même si ça a jamais été son fort, même jusqu'à la fin de sa carrière, mais capable de sanctionner quoi, comme il le faisait aux Warriors. Le glue guy, quoi, le gars qui est là pour mettre de la colle autour de tous les autres partenaires. Oui, bah, tu m'as pris deux pics qui m'intéressaient beaucoup, donc je suis dégoûté. Ouais, moi je l'ai pas trop considéré, pas plus par manque de connaissances, hein, parce que c'est une période d'une époque où je suivais pas encore la NBA, et puis bah c'est pas la période la plus victorieuse des Sixers, donc j'ai pas forcément fait le travail de recherche sur cette équipe-là, mais je comprends totalement le choix. Du coup, Jean, maintenant, c'est à toi, Honoré, si je Ouais. me trompe pas. oui, c'est à moi. Du Et coup, après, ça je vais m'embête pouvoir parce que terminer mon 5 majeur, moi. Ouais. j'allais prendre Tyrese Maxey parce que vraiment au niveau spacing, c'est Ouais, ce en que j'ai fait, besoin et c'était le joueur ils nous volent parfait. chacun Mm. Ah, Matt, il Matt, nous il vole allait sur chacun des, nos joueurs, hein. il Ouais, allait c'est sur ça. des joueurs très récents qu'on Oui. connaît bien. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, alors c'est surprenant, mais je pense que je vais prendre Dolph Schayes. Alors là, pour le coup, Ah, je je reste dans les comprends. joueurs anciens et très très anciens, celui-là. Je voulais quand même en parler parce que c'est Je vois l'occasion. l'idée. Enfin, on fait une draft historique. Alors lui, il a pas joué à Philly, mais c'était, enfin si, il a joué une saison en pré-retraite. Mais bon, ses grandes années, c'était à Syracuse, l'ancêtre des Sixers. Mais il fait quand même 15 ans dans la franchise et mine de rien, ben, je pense que si le trophée de MVP avait existé en 55, il l'aurait peut-être eu, de ce que j'ai pu lire. Enfin, c'est une des premières vraies grandes stars de la NBA. Et enfin, faut quand même pas oublier que si la franchise a 3 titres actuellement, enfin, on pense souvent à 67 et 83, mais Ouais. avant, il y a eu 55, et 55, c'est vraiment Dolph Schayes. Donc ouais, je voulais vraiment le mettre en lumière. Et puis, au niveau du jeu, je pense qu'il a un jeu qui collerait vraiment très bien avec la NBA d'aujourd'hui. C'était un des premiers joueurs à s'être écarté de la raquette pour scorer, enfin, avant Jerry West ou des gars comme ça. Et Mhm. j'ai vu qu'il avait plusieurs saisons où il était leader de la ligue au lancer franc. Donc on n'a pas de stats sur le 3 points, enfin Il ça shooterait, n'existait pas quoi. à l'époque, mais ouais, je pense que ça serait un joueur qui shooterait à haut volume et puis à des très bons pourcentages Mmh. dans la NBA actuelle. Ça se transposerait vraiment bien. Vraiment, Ouais, ses c'est vrai stats que je d'efficacité sont vraiment très bonnes. Ouais, c'est très ancien. Je reste sur une équipe très ancienne, mais je pense que il colle bien avec cette équipe. ouais, je regardais, il 85 au lancer franc en carrière, il y a même des saisons à 90. Donc effectivement, je Oui, pense ça serait un que shooter. ouais, Ouais, je ouais. pense que ce serait vraiment un ouais, un pivot ce qu'il est ouais, il est catégorisé comme power forward pivot, donc oui, en gros, ce sera un intérieur qui stretch, ouais. Ouais. Bon, on connaît pas assez, donc moi Ouais, Mmh. personnellement, j'ai pas énormément de choses à dire, si ce n'est que effectivement, je le voyais un peu comme un joueur qui, alors paradoxalement, c'est le plus ancien de tes joueurs, mais c'est peut-être celui qui on imagine le plus moderne dans sa mmh, façon de jouer. Ouais, ouais. Mmh. Donc, ouais, j'aime bien ton pic. Voilà. Je crois que c'est à moi, hein. oui, C'est ça, hein. Donc là, je vais darter 2 fois coup sur coup ouais, et je vais compléter mon 5. Pendant que vous parliez, je réfléchissais aussi en même temps parce que là, j'ai 2 possibilités, en gros. Comme ça, je réfléchis à haute voix, c'est plus agréable pour nos auditeurs. Soit je prends, heu, 2 joueurs un peu forward, on va dire, même si Barkley est déjà un forward, mais pour essayer d'avoir, de la taille, tout ça. Et je pense que ce qu'il me faut le plus là, c'est de la défense, principalement, parce qu'avec, avec Barkley et Harden, en fait, c'est pas forcément plus des mauvais défenseurs, mais c'est des défenseurs feignants. On sait tous qu'ils ne font pas les efforts en défense. Donc je vais pas partir sur un forward en premier. Je vais partir sur Jrue Holiday.
c'est lui que j'ai failli prendre avant et je le veux, mon Jrue Holiday, à côté de James Harden, en Ouais, fait. c'est bien ça. Comme ça, j'ai Mmh. une traction avec un gars qui va compenser tout pour Harden et qui va en plus rester dans son rôle. Même si à Philly, il avait plus de volume, plus de ballons, c'était encore un Jrue Holiday un peu plus, c'était un jeune Jrue Holiday du coup, Ouais. mais il est quand même capable de rester dans son rôle, prendre ses shoots, défendre le plomb. Moi, j'aime beaucoup Jrue Holiday. Heu, je suis un peu triste qu'on l'ait pas eu un peu plus longtemps, même si ça a donné lieu au process en fait, hein, finalement, Oui. la fin de Jrue Holiday. C'était un joueur que j'aimais bien, que j'aurais aimé un peu plus affilié à Philly finalement. Aujourd'hui, il est peut-être plus affilié Bucks Celtics pour ce qu'il a accompli dans ces deux franchises que Philadelphie, et ça me rend un peu triste, quoi. Et du coup, ouais, mon quatrième choix, c'est Jrue Holiday. Avant mon cinquième, si vous voulez dire quelque chose sur Jrue. Ouais, ben, c'est un en plus, ouais, c'était très, très, très jeune, Jrue Holiday, Hmm. mais bah, il était déjà impactant, en fait, en défense, hein, comme tu dis, ouais, un peu plus de volume, mais en tout cas, des souvenirs que j'en ai, ça restait quand même un joueur de rôle, tu vois? On n'était pas Oui, non plus, donc ça va, tu vois? Non, non, moi je comprends parfaitement. Je pense c'est avec lui aussi que j'ai hésité, pour mon choix, bah, parce que, en fait, c'est un joueur, une fois que tu as tes stars, c'est le joueur que tu as envie d'avoir, hein, ouais, c'est le c'est type de ça, joueur que tu veux parce exactement. que en plus, bah, les Celtics, tu vois, ils l'ont mis dans ce rôle un peu, bah, du coup, de connecteur, mais parce qu'à la base, c'est un meneur de jeu, donc Hmm. mettre un meneur de jeu dans un rôle de connecteur, c'est parfait. En plus, il a des alors je sais pas s'il avait il y a peut-être pas encore trop le shoot à 3 points à sa période Philly, mais après c'est vraiment devenu un shooter d'élite, hein. C'est vrai. Il shootait à quar enfin là, ces dernières saisons, il shoot à 40 à 3 points, hein, donc et puis, bah, la défense du point d'attaque, même le playmaking défensif, on n'en parle pas souvent. Hmm. On a souvent cette image de défenseur sur l'homme, mais c'est pas que ça, hein. Je vois l'idée, c'est vraiment un C'est un défenseur défenseur très complet, ouais. complet et Hmm. puis qui est grand, qui joue plus grand que sa taille, en fait. C'est Oui, ça qui est cool. C'est vraiment il peut te complètement. défendre, limite des 3, hein, enfin, il peut limite te défendre des Hmm. ailiers, donc dans des schémas en switch, c'est ouais, ouais, c'est parfait. C'est ouais, ça m'étonne pas qu'il soit pris à un moment donné. Ouais, ouais, je comprends totalement. Moi, c'est un peu comme Iguodala, hein, c'est une époque que j'ai pas forcément suivi. Donc le joueur qu'on a vu aux Bucks et aux Celtics, je l'adore. C'est vraiment le genre de lieutenant que tu as envie d'avoir dans toutes les équipes. Ce qui me freinait peut-être un petit peu au niveau des Sixers, c'est que j'avais un doute sur son shoot, s'il était Oui, c'est déjà vrai. Ouais, développé ouais. C'est vrai que quand il j'ai fait était. un Ouais. petit peu. J'ai fait un petit peu ce qui m'arrangeait et c'est vrai que normalement là, mon spacing il est mort en fait, hein. Surtout que James Harden c'est du shoot en mouvement seulement quasiment donc moi Mm. c'est bon, j'abandonne l'idée de mon spacing. Après, tu vois, je regarde, il était à 36-38 à 3 points. Ah Bon, c'est correct. bon, 2 p ouais, enfin, après le volume, j'ai envie de dire, je vois Ouais, 2 c'était par match, faible, mais mais après c'est c'était c'est la NBA de ouais, l'époque. voilà, c'est Ouais. ça. Dans la NBA de début 2010, bon, ça me choque pas plus que ça. Donc non, en vrai, il y a quand même un Non, ça shoot, va. hein, il y a quand même un shoot. Mmh. Ouais, ouais. OK, bah, je vais finir mon 5 et je vous avoue que je suis très, 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 très embêté. Je suis quand même content, j'ai quand même mis 2 joueurs des années 80. J'ai finalement pas été au-delà des années 80, je pense que j'irai pas avec mon dernier pick. Donc j'ai mes 2 premiers picks sont des gars des années 80 et ensuite j'ai 2 joueurs des très récents et je pense qu'on va rester sur une époque un peu récente. Je suis embêté, là, il me faut clairement un ailier plutôt et j en fait, vu que c'est mon dernier pick. Bon, après, il y a les Six Men, mais les Six Men, pour moi, ce sera des choix totalement différents, donc ça compte pas. Déjà, je suis embêté parce que personne d'entre nous n'a pris Allen Iverson, ce qui me semble J'étais être en train de normal, hein. me dire Ce qui me semble être normal, mais ça sera pas moi non plus et ça me rend très triste, hein, parce que je peux pas. Là, si je prends Allen Iverson maintenant, mon équipe a plus aucun sens. hein, Mais moi, j'hésite entre un joueur. Non, mais en fait, non, j'ai réfléchi, c'est bon. C'est bon. Je vais prendre Robert Covington en pick 5. Parce que là, il me faut vraiment du role player. Et il a été un excellent role mmh, player à Philadelphie. Petit volume, mais shoot. Excellent défenseur. Voilà, c'est mon gars qui va se taire. Vu que tu m'as pris Iguodala, j'en ai un qui shoot un peu mieux, qui mmh, défend un peu moins bien quand même. Que Iggy Prime, c'est quand même quelque ouais. chose en termes de défense. Mais qui va être là pour être le liant au sein de tous mes joueurs phares. En fait, avec Covington et Jrue Holiday,
ça va tenir. Je pense que ça va aider Moses Malone à calmer Harden et Barkley sur tout le reste, on va dire. Et voilà, donc mon dernier choix, c'est un peu particulier. C'est une période aussi qui, quand même, mine de rien, à mettre en avant, hein, Covington à Philly. C'est Ouais. juste avant Butler, puisque Covington est envoyé dans le train de Butler. C'est une période où on n'a pas encore une version finale, mais on kiffe. On kiffe avec Ben Simmons, on kiffe avec le jeune Joel Embiid, même s'il est encore pas mal blessé. Et on a Covington, Saric, tous ces joueurs-là qui nous font bien plaisir. Et donc voilà, je voulais le récompenser. C'est un joueur un petit peu historique à sa manière, Robert Covington. Voilà. C'était mon cinquième pick. Ouais, moi je pense que c'est mon joueur mon role player, un de mes role players préférés, Covington. Vraiment, bah, en plus c'était la période process, puis après, mais il a commencé à la période process, mais ouais, vraiment, bah, c'est tout ce que tu attends en fait d'un joueur. C'était le 3&D en plus de cette époque-là. Ça commençait un peu avec l'or. Bah voilà, bah, 3&D, il y avait souvent on a l'image d'Danny Green, mais il y a aussi Robert Covington parce Ouais. que il rentre. Alors, c'était pas un shooter aussi bon que Danny Green, mais par contre, en termes de défense, bah, dépassement de fonction, justement, Mm. protection d'arceaux secondaires. Enfin, moi, j'adorais ce joueur. J'ai vraiment aimé qu'il revienne. C'était vraiment, Ouais. quand il est revenu, c'est dommage, en fait, on l'a pas vu tant que ça parce qu'il s'est blessé. Puis, même maintenant, c'est pas, il a même pas vraiment annoncé sa retraite. Mm. Mais bon, on sentait qu'il y avait aussi plus trop de jus dans le moteur, mais quand même, les minutes où il jouait, il y avait toujours un peu cet impact en défense. Mais ouais, j'étais ravi quand il est revenu là. Mais malheureusement, ouais, il jouait pas beaucoup parce que pas mal de pépins de santé. Ouais. Ouais, il y a un côté très affectif avec Robert Covington. Bah oui. C'est Rocco. Ouais, c'est le process, concrètement, il symbolise vraiment ça. C'est Ouais. un gars qu'on n'attendait pas, qui sort de nulle part, qui grandit chez nous et il fait partie de cette équipe, géniale qu'on a tous adorée en 2018 avec, JJ Redick, Ben Simmons, Embiid, Saric aussi. Donc ouais et puis, bah, après c'est un role player qui a les qualités qu'on attend, d'un role player. Enfin le shoot qui était plutôt bon, la défense qui était géniale. Enfin, vraiment, je comprends tout à fait ce choix. Ouais, la polyvalence défensive, c'est ce que Mm. j'aime avec Robert Covington. Capable de faire beaucoup de choses en défense et assez grand en plus, avec des longs bras. Il a joué un peu pivot hein, aux Rockets, hein, sous l'ère, ok, sous l'ère Mike D'Antoni, Daryl Morey, mais il a joué pivot aux Rockets, c'est pour dire. Donc oui, j'hésitais, je vous le dis maintenant, moi j'ai fini, j'hésitais un peu justement avec Tobias Harris, mine de rien, qui rentre bien dans un collectif. J'hésitais avec Paul George, mais je trouve que ça a aucun sens parce qu'il n'a pas été bon chez nous. Donc pour l'instant, il n'a pas été bon chez nous. Ouais. Donc prendre Paul George en tant que dans une draft historique Sixers, ça n'avait pas de sens, même si ça aurait rendu mon équipe meilleure. Et j'hésitais aussi avec. J'ai pensé un peu à PJ Tucker, un peu dans ce même rôle, qui je pense est quand même un meilleur shooter, même si faut qu'il soit vraiment à 90 degrés, Mmh. PJ Tucker, pour mettre ses shoots. Et en fait, il a été moins bon chez nous que Robert Covington l'a été chez nous, donc je suis parti plutôt sur Covington. Ouais, Voilà. c'était vraiment la fin, PJ Tucker, chez Ouais, nous, c'est enfin, ça. c'était compliqué. C'est ça. Oui. Bah, alors du coup, c'est à moi. Ouais. J'étais parti sur, dans l'idée de prendre vraiment des joueurs, all-star et cetera, mais là, il y en a ça colle pas vraiment avec mon équipe. Il y a Iverson, mais bon, ça colle pas tout à fait. Il aurait Peut-être fallu, en fait, petit truc, Iverson, mmh, il aurait fallu le prendre, pour le prendre, en fait, il fallait le prendre en pick 1 et C'est faire sa ça, ouais. draft en Oui, fonction de oui. lui sur tous les ben, picks. C'est oui, ce c'est que Une ça. fois j'allais que tu dire. l'as pas pris en pick 1, Ouais, c'est c'est compliqué. compliqué. Mm. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il me faut un arrière, mais non, je vais pas partir sur lui. Bah, il y a Al Greer aussi, mais c'est pareil, c'est une époque trop lointaine et là, pour le coup, je doute fortement de la transposition de son jeu. Donc, je vais prendre, JJ Redick. On va rester sur cette équipe de Ok. 2018, parce que j'ai vraiment besoin de spacing. Bon, après, il y a pas besoin de faire des heures sur lui, parce que c'est un profil, qu'on connaît très, très bien. C'était le shooter, pour le coup, des fois, on galvaude un peu le terme de shooter élite. Lui, il l'était vraiment, hein. Ouais, Ah oui, Les, les, complètement. les, les, les pourcentages au shoot étaient vraiment géniaux. Et puis sa saison, enfin non, il fait 2 saisons chez nous. euh,
en termes de volume, c'était quand même intéressant, hein. Alors je me souviens plus exactement, mais ça devait être du 18 points par match, enfin Ouais, un truc assez intéressant sur une efficacité vraiment bonne. Le souci, c'est la défense, mais bon, j'ai Mochik à côté qui était vraiment un excellent défenseur, donc je me dis que ça peut compenser sur le back court. Ouais, je vais rester là-dessus. J'avais vraiment besoin de spacing. Déjà là, avec mmh. 2 shooters, ça me semble peu, mais je vais faire avec. Je peux ouais, Je je pense je je pense qu'avec ton équipe, tu peux imaginer un petit peu le même jeu à 2, qu'il y avait JJ Redick, Embiid, bah, JJ Redick ou Chamberlain, quoi. ouais, Ça, on ouais. peut Mmh. l'imaginer, on peut l'imaginer. Mais oui, Redick, joueur important, hein, mine de rien. Ah bah, carrément. Heu, Très bon shooter, il fait partie d'une des très belles équipes de ces dernières, versions des Sixers, on va dire des Sixers post-process. Du coup, oui, moi je comprends totalement, il était dans ma liste, hein. Forcément, quand Ouais. tu as un shooter à ce point Mmh. élite, tu le considères et je trouve que ça complète plutôt bien ton équipe. Hem, Matt, c'est ton tour Mmh. de prendre Bah, ton dernier je joueur. pense que je l'aurais pris là, de JJ Mmh. Redick parce que, bah, il fait sens quand même et puis non, il y avait quand même tout ce jeu à 2 avec Joel Embiid. C'était vraiment c'était la source de création, hein, des Ouais. Sixers avant que, bah, Butler arrive, bon qui est pas resté longtemps. Mais moi, j'ai regretté aussi son départ a été très, très sous-estimé, hein. On a plus entendu parler, bon, parce que c'est des joueurs stars de Butler qui a pas été re-signé et cetera. Mais franchement, même moi, je m'en rappelle encore, j'ai dit: «Mais, ne pas garder JJ Redick, c'est une erreur» et on l'a vu après, hein. On s'est retrouvé, bah, avec une équipe sans spacing, avec sans rien du tout. Alors OK, tu te dis: «Ouais, bah, tu gagnes en défense», mais enfin là, tu avais perdu toute source d'attaque parce qu'il était ultra important, hein. Même, tu vois Pour le la coup, la série contre Toronto, franchement, il y a des moments, bah, heureusement qu'il est là pour faire un peu, bah, apporter le spacing, hein, parce qu'il y en avait pas beaucoup, hein, mmh, mis à part lui. Et en plus, comme tu dis, Honoré, c'est pas du simple spacing de spot-up, c'est ouais, c'est un vrai shooter c'est en en mouvement. mouvement, Il y avait vraiment des vrais systèmes de jeu un peu à la Curry. Bon, il avait pas le rayonnement, mais tu vois, il y bien avait un sûr. peu c'est pour ça que souvent on disait, bah, l'attaque des Sixers à cette époque-là, avant Butler, ressemblait aux Warriors. Bah, parce que oui, bah, parce que tu avais JJ Redick, en fait, hein, tout simplement, hein. Pour le coup, son départ, parce que j'avais quand même pas mal de souvenirs, c'était aussi parce que son contrat était vraiment très, très gros en vérité et il avait déjà au moins, je me rappelle plus très bien, mais il avait au moins 34 ans, quelque chose comme ça. Ouais, il était oui, oui. Je crois qu'il touchait 20 millions de dollars, si je me souviens bien, 20 millions de dollars à l'époque, hein. Déjà Ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup c'était 23 pour ce genre même. de profil spécialiste, voilà. Mmh. Je pense que vraiment au niveau financier, c'était compliqué de garder, encore Redick. Redick, il était là pour le run, tu vois? J'ai Mmh. l'impression que c'était l'idée et qu'après ça pouvait je me rappelle en plus que derrière il va, si je me trompe pas, il va aux Mavs et c'est un peu la ou aux Pelicans? Ah, j'aurais dit Pelicans Ouais, ou Mavs? Pelicans, Je ouais, crois ouais, je pour, crois que je c'est 11 sais ou les qu'il est 12 passé Pelicans. millions, un par les truc comme Mavs à un ça, ouais. moment donné, Mmh. c'est peut-être Pelicans, ouais Ouais, et c'est les Pels. que c'est un peu la fin, quoi. Mmh. C'est-à-dire que ses derniers grands moments, ça a été Oui, chez oui. nous en fait, Ouais. JJ Redick. Mais enfin, on le surpaye pour qu'il vienne parce que c'est vrai que quand il arrive, il y a rien. Embiid, il doit être rookie ou sophomore à ce moment-là. Oui, c'est Simmons ça. n'a Ben pas joué. Simmons, Enfin, vraiment, c'est pareil. pour lancer cette équipe et pour le coup, bah, c'est une époque où on a encore nos stars en contrat rookie, donc on pouvait se le permettre. C'était vraiment une excellente signature. Mmh. Mmh. Du coup, c'est à toi, Matt, hein, si je me trompe pas, hein? Ouais, 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 je crois que je vais le prendre, hein. Je vais prendre Paul George. Ouais, je vais prendre Paul George. Même si ce que tu as L'histoire a rien à foutre. non, mais en plus, tu sais que j'hésitais avant avec André Godin, puis je disais: «Ah quand même, je peux pas» parce que c'est dommage, parce que comme tu dis, on en a pas encore vu un beau Paul George. Par contre, on a vu un Paul George déjà très bon défensivement. Ouais. Heu Et j'ai envie de dire, tu vois, si c'est le Paul George qu'on voit là, juste role player, entre guillemets, parce que finalement on a vu qu'un niveau role player si genre on a envie d'être dur, c'est-à-dire 3 points. Alors même si le 3 points, il rentre pas trop pour l'instant du côté extérieur, mais tu vois 3 points et défense, dans cette équipe-là, ça me va très bien. De toute façon, on lui en demandera limite pas, tu vois, ce sera surtout Butler, Joel Embiid, Tyrese Maxey, puis Butler qui vont faire la création. Tu auras Iguodala en glue guy, en défense et puis tu auras, bah, voilà, bah, Paul George qui fera le spacing et la défense. Mais la défense d'élite, donc écoute, ce sera très bien. En plus, c'est une équipe qui a de la taille.
au final. Il y a que Tyrese Maxey qui finalement est petit, mais au final, t'as un 5 qui est très interchangeable, donc ça c'est cool. Mais je voyais pas trop sur qui je pouvais me tourner. C'est vrai que j'ai pas trop fait ma draft sur des joueurs historiques parce que vraiment j'ai un manque trop de connaissances. Puis c'est aussi un truc, j'ai envie de reproduire un peu une équipe que j'aurais envie de voir dans l'ère moderne parce que je Mmh. trouve que on a tellement failli sur Joel Embiid dans la manière de l'entourer que ça me tenait à cœur si je le prenais de faire une équipe cohérente autour de lui et avec des joueurs quand même plutôt modernes. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait comme ça. Donc là, je pense qu'on a une équipe qui m'aurait très bien été si on avait ces joueurs-là autour de lui. Donc c'est aussi pour ça que je me tourne vers Paul George. Paul George, c'est dommage parce que on le prend. En fait, quand on parle de lui, il y a toujours cette histoire de contrat parce que il joue jamais. Mais moi, on le rappelle souvent dans les podcasts, mais on le signe à ce montant-là parce que pour le faire venir. Et Ouais. on n'était pas les seuls sur le dossier. Les Clippers auraient bien aimé le garder, je pense. Alors peut-être pas à ce tarif-là, mais tu vois, le fait qu'ils le gardent pas, ouais, l'année dernière, ils font leur espèce de run, mais tu vois, quand on voit l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, bon, voilà. Puis je pense que le départ de Paul George acte qu'ils sont plus contenders. Orlando était aussi intéressé par lui. Je me rappelle, il y a eu un meeting, je crois, avec Orlando. Donc si tu le ramènes, voilà, si tu le ramènes à ce prix-là, c'est parce que tu dois le faire, tu dois le faire. Et puis surtout, en fait, ce que j'ai envie de dire, l'équipe, elle est censée être ultra cohérente. Regarde, je la Ouais. reproduis même. Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George. Bon, il n'y a pas Jimmy Butler, André Iguodala, mais c'est une équipe qui est censée marcher. Mais le seul problème, c'est qu'on n'a plus le Joel Embiid qu'on devrait avoir. Et je pense que Daryl Morey fait ce pari-là parce qu'ils se disent qu'on va peut-être, si on retrouve un Joel Embiid au niveau MVP, t'as une super équipe en fait. Mais le truc, c'est que par toutes ces blessures-là, malheureusement, on le voit pas, quoi. Ouais, on minimise aussi, tu vois, quand on signe Paul George, c'est un joueur que, alors effectivement, dont le tarif était extrêmement élevé pour un joueur de son âge. Je précise vraiment bien pour un joueur de son âge. Néanmoins, toutes les franchises NBA, à ce moment-là, si tu leur mets pas de prix, auraient aimé avoir Paul George. Dans le sens où c'est un des joueurs les plus scalables de toute la C'est NBA. ça. Il peut s'intégrer à n'importe quelle équipe normalement. Il peut jouer off-ball, il peut jouer à la balle en main, il est bon en défense, il a un peu de tout. Il est un peu capable de tout sur un terrain de basket, normalement, Paul George. Alors, il nous a pas montré tout ce dont il était capable, et j'ai encore l'espoir qu'il nous montre tout ce dont il est capable. Mais bien sûr, moi, alors là, pour le coup, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit, je fais partie des gens qui sont plutôt du côté qui adorent James Harden, parce qu'il y en a qui le détestent. Paul George, là, pour le coup, vraiment, c'est un de mes joueurs préférés de Mmh. l'ère moderne, hein, vraiment, bien avant qu'il signe chez nous. Et c'est pour ça aussi que ça me rend extrêmement triste que son passage chez nous, pour l'instant, est plutôt compliqué, et parce que j'aurais aimé que ça marche, parce que c'est un joueur que j'ai adoré partout où il est passé. Et voilà, Ouais, mais en plus, tu fais bien de dire le côté scalable parce que tu vois, je pense que tu fais un classement NBA, un DH20, on va dire, mmh, à la sortie de la saison où on le signe, comparé à James Harden, je pense qu'ils sont dans le même tiers, tu vois, ils sont à peu ouais, près dans le même, complètement. mais c'est des joueurs complètement différents. James Mmh, Harden va t'apporter énormément de création et quand tu as des blessés, tu es content de l'avoir parce qu'il va s'occuper tout du playmaking. Par contre, là où Paul George, comme tu dis, lui, tu l'insères n'importe où. Contrairement à Harden, où lui, tu peux peut-être pas l'insérer n'importe où. Mais par contre, ouais, Paul George, une fois que tu as ton équipe qui est là, en fait, en un, c'est plus un élévateur de plancher, James Harden, et l'autre, il va plutôt t'élever ton plafond. Mais il faut que tu aies déjà une exactement. base. Et le problème, c'est que la base, on la voit pas, parce que Embiid Mmh, est absent, et je pense que c'est ça le gros problème. Mais surtout que Paul George, moi, je l'avais dans alors, j'étais pas, c'était ma première année chez Dunk Hebdo, j'avais fait un DH20 avec Greg. Paul George, je l'avais dans mon DH20, il devait être à la 18e place, parce qu'en plus, il fait une super saison, hein. Il fait une super saison. ouais, il est très bon Il la était dernière même, aux Clippers. il était même avec James Harden, mais il fait vraiment à Ouais, l'isolation, c'est un des meilleurs joueurs de NBA. Enfin, tu vois, le 3 points était là, que ce soit en pull-up ou en catch and shoot. Puis il y avait la défense. Tu vois, contrairement à Kawhi où des fois il y a des joueurs ça baisse. Paul George non, tu vois. Donc, écoute, j'espère qu'on le verra un peu plus à son vrai niveau. Heu, Moi, je suis quand même séduit du peu qu'on voit là, parce que je trouve qu'il bouge bien, je trouve que la défense est toujours là. Le problème, c'est qu'on le voit pas assez parce que, il y a cette restriction de minutes et puis, encore le nombre de matchs qu'il joue pas assez, mais j'ai encore de l'espoir. Pour l'instant, je le prends là, c'est vrai que c'est une draft historique, tu te dis: «Ça peut être un peu bizarre», mais je suis un peu comme toi, moi, c'est un joueur que j'adore donc voilà, c'est pour ça que je le prends.
Et puis même quand on le signe, le tarif, est élevé sur 4 ans, mais on se dit quand même qu'on a au moins 2 saisons de très bon niveau. Oui. C'est juste, dommage quoi, ça a été un peu gâché par les blessures, puis, bah, derrière, il y a Embiid, qui baisse, en régime en même temps, donc on j'ai quand même le sentiment qu'on passe, à côté de quelque chose, heu, mais oui, je c'est un c'était, très, très cohérent sur le papier. Mmh. On va récapituler nos 5 avant de Oui. faire les 6e hommes et les coachs. Honoré, rappelle-nous ton 5 en entier. Alors en meneur, j'ai Mo Cheeks, à l'arrière, JJ Redick, hem, à l'aile, j'ai, Julius Erving et Dolph Schayes et en pivot, j'ai Wilt Chamberlain. Matt? Alors moi j'ai, Tyrese Maxey, Paul George du coup que je pense que je mettrai en poste 2 entre guillemets, même si on s'en fout un petit peu. Jimmy Butler, en poste 3, André Iguodala en poste 4 et puis, bah, Joel Embiid en poste 5. Peut-être plus Butler en 2 du coup, hein? Un peu Ouais, je plus, sais pas, enfin, de sur toute les façon, arrières. je pense qu'en défense, les 3 sont interchangeables, Ouais, donc c'est ouais, ça qui est ouais. c'est ça qui est cool, ouais. Du coup, moi, mon équipe, donc, avec James Harden, pour le coup, à la main. À côté de lui, Jrue Holiday pour défendre le pont et mettre des 3. Ensuite, j'ai, en ailier Robert Covington et Charles Barkley. Donc là, c'est les 2 extrêmes. Il y en a un qui fait qu'attaquer et qui défend pas, l'autre qui fait surtout que défendre et qui, va sanctionner par des 3 points. Et puis au poste de pivot, Moses Malone, du coup, des rebonds, je pense que ça va être très très solide parce que même Covington n'est pas un mauvais rebondeur, donc Jrue Holiday parmi les arrières est plutôt un bon Mmh. rebondeur. James Harden est un très bon rebondeur. Je pense que les rebonds ne nous échapperont pas. En défense, ça risque d'être un peu plus compliqué. Le spacing est imparfait, mais je pense que c'est une équipe compétitive quand même. On va passer du coup au 6e homme, mais c'est toujours à toi, Matt, Ouais. si on suit la draft en serpent. Bah, écoute, la réponse, hein. Ah, Ah ah, ouais, là, je suis obligé, je là. Ouais, le voulais en Ah, je 6e sixième suis homme, homme. c'est obligé. pas Bah oui, mal, c'est hein. son est-ce que c'est pas son rôle Bah oui, parfait dans une draft all-time? bah oui, Ah ouais. bah oui. Mmh. C'est le 6e homme de all-time des Sixers, quoi. Alors qu'il était franchise player, Ouais, mais c'est ça qui est dingue. Ouais, bah, donc, bah, pour ceux que vous l'avez compris, je pense que je vais prendre Allen Iverson, du coup, en 6e homme. Non, mais c'est vrai que ça pose quand même question. Je pense qu'il y a peut-être certains auditeurs qui vont se dire: «Mais c'est quoi ce délire de ils font, on a 3-5 all-time et il y a pas Allen Iverson dedans?» oh, il en manque d'autres, hein, en Ouais, vérité, hein. c'est vrai, mais Il manque sûrement Billy Cunningham, il manque qui encore d'important aux Sixers? RJ Hawkins, je pense, quand même, mine de rien. tu vois, je pense que c'est des Euh, joueurs quand même moins connus du grand oui, public, tu vois? Faut oui. vraiment être, tu vois, même moi, je suis pas non plus extrême, mais en plus, Iverson, il a marqué la NBA et puis forcément, il a marqué la franchise. Donc c'est vrai que de te dire que tu le prends que là, Hmm, c'est mais parce que c'est un joueur imparfait, je pense. C'est un joueur ouais. qui est très imparfait. C'est un joueur qui a jamais été vraiment efficace, en fait, hein. Et en plus, c'est même pas vraiment c'est un scoreur, hein. C'est vraiment un joueur scoreur first et qui est pas non plus playmaker. Donc ouais, c'est Iverson, quoi, mais un joueur frisson quand même, j'ai envie de dire. Moi, pour le défendre quand même, parce que je suis un archi fan d'Allen Iverson. Un jour, il faudra que j'enregistre avec mon maillot rouge des Sixers. C'est pas forcément le plus apprécié, mon maillot rouge des Sixers avec le numéro 3. Euh, c'est un joueur parfait pour son époque. Tu vois. Il faut aussi le juger comme ça. Je pense que si certains jugent très à la baisse Allen Iverson aujourd'hui par rapport à ce qu'il apporterait aujourd'hui en NBA 2025, il faudrait peut-être revoir à la baisse d'autres joueurs qui sont encore plus encensés. Je pense à certains joueurs qui ont porté le maillot, un maillot jaune et or et mauve. Euh, mais en tout cas, il est tout petit, c'est une chose. C'est un des meilleurs petits de l'histoire de la NBA, ça, je pense que c'est un fait, tellement il est petit. Officiellement, je crois qu'il faisait 1,83 m. Franchement, il faisait 1,78 m, hein, Allen Iverson. Il était minuscule. Et, et j'ai envie de dire, il était parfait pour son époque parce qu'il était capable d'assumer une énorme charge, un énorme volume avec de l'ISO
quasi systématiquement dans une équipe qui était là pour défendre autour de lui. Il a quand même été en finale NBA. Alors je sais que certains vont critiquer, surtout que alors, c'est la vérité aussi. L'Est de l'époque, c'est terrible. Les Nets ont fait 2 finales NBA à cette période aussi avec juste Jason Kidd. Donc, c'est dire que l'Est de l'époque n'était pas extraordinaire. Mais Allen Iverson, c'est au-delà du basket aussi. C'est un joueur, c'est l'attitude. C'est quelque chose de. Il a été révolutionnaire en NBA dans l'attitude. Si aujourd'hui il y a des défilés de mode en NBA avant chaque match, bon, Mmh. je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est parce que Allen Iverson a joué en NBA. Voilà. Et pareil, il y a des documentaires qui sont assez géniaux Ouais, sur ouais, Allen là pour le Iverson, et je coup, pense notamment au 30 mmh. 430, mais aussi il y en avait un sur Netflix à un moment donné. Donc je vous conseille de regarder les documentaires sur Allen Iverson, c'est passionnant. Voilà. Ouais, mais tu vois, je suis en train de regarder, mais pour l'époque, il avait 36 d'usage, hein. Pour l'époque, enfin, on est au début des années 2000, hein. Je pense que c'était pas vraiment, la tendance, tu vois? Même c'était le plus gros usage. J'ai pas le 2e, je serais curieux de voir, Ça devait être Kobe et Bryant ou il est Shaquille à O'Neal, je et pense. il est à tu vois, Pourtant, ils partageaient à deux. il est à l'efficacité moyenne lors de cette saison. Alors je pense que c'est peut-être Mm. sa meilleure saison, la 2000-2001, celle où les Sixers vont en finale, NBA. Mais j'aimerais bien quand même le voir, tu vois, dans la NBA actuelle. C'est pas dit que ça marche pas bien, pas que ça marche pas en fait, hein. Avec le Oui, spacing, je suis tu vois, d'accord. actuel, il y a Ben Taylor qui a fait la comparaison entre les Sixers de 2000-2001, donc avec ce très fort créateur et que des défenseurs autour, avec les Knicks de Bronson, l'époque où il y a Hartenstein, tu vois, Oui, où avant voilà. Towns. Mais il a dit, alors lui, il disait, ça me fait penser un peu à ça. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est vrai que ça me pose un peu question de me dire, qu'est-ce que ça aurait donné, tu vois, un Iverson comme ça qui est, Faut voir la création, en fait. Moi, faut voir la j'ai un peu création, ouais. peur, j'ai un petit peu peur. Alors, c'est terrible, hein, parce que c'est vraiment un joueur que j'adore, hein, mais j'ai un petit peu peur que ça soit, ça serait quand même bien, hein, mais bon, c'est faire insulte à Iverson par rapport à sa carrière. Ça serait Cam Thomas, plutôt, aujourd'hui, tu vois. Ouais, bah, après, c'est plutôt voir ouais, le passing, qu'est-ce que ça aurait donné, ouais. Mais en tout Ouais. cas, bon, voilà, quoi, je veux dire, enfin, vu que ces Sixers-là aillent en finale NBA, Oui. c'était quand même dingue, quoi. Je veux dire, on en parle encore. On en Puis on parle a pris un encore match, de on a pris un match aux Lakers, hein, qui font ensuite mais du j'ai 4-0, limite si je me l'impression que rappelle ce bien. match-là est plus important que le titre des Lakers. Enfin, peut-être parce que je suis fan des Sixers, mais Ah, ce truc la iconique, scène bah oui, iconique, voilà, je pense qu'il y a ça. Tyronn Mais Lue. j'ai l'impression qu'on retient plus le fait que cette équipe était complètement outsider et elle va en finale NBA, quoi. Oui, en fait, pour le coup, c'est une période que j'ai vraiment vécue et que j'ai suivie. Il y a quelque chose qui fait que cette saison elle est extraordinaire, c'est que clairement, avant la deadline, avant que arrive Dikembe Mutombo, Hmm. c'est inimaginable d'aller en finale NBA. C'est-à-dire que il nous manquait vraiment on avait une bonne équipe de role-players défensifs autour d'Iverson, mais on n'avait pas ce pivot capable de tenir la raquette. Donc c'était inimaginable, et du coup c'est un peu une sorte de remontée fantastique jusqu'à la finale NBA. Prendre un match en plus aux Lakers, c'était quelque chose. Puis c'était des sacrés Lakers quand même, hein, mine Ouais. de rien, hein. Faut Ouais, pas, puis pas déconner, quoi. la campagne de playoffs, je crois, il y a 2 matchs 7. Il y a un match 7 contre les Ouais, Raptors, il y en a un contre Milwaukee, je crois. Donc, tu vois, c'est ça. on le dit souvent, les matchs 7, bon, bah, ça se joue à pas. Quand une série va en 7, c'est que voilà, ça se joue souvent à des détails. Donc, voilà, il y a eu ce run aussi parce que je pense qu'il y a eu peut-être de la réussite, entre guillemets, même s'il faut pas C'est enlever évident. le. Et il y en Voilà, a même quand un t'as. qui se termine au buzzer, je crois. Je sais plus si c'est les Je Raptors ou crois, les ouais. Bucks. Je Mais crois que c'est les Raptors, Ouais, il me il me semble, ouais. semble. Ouais, ouais. Oui. Iverson, Honoré, t'as quelque chose à dire? euh, moi, c'est un joueur que j'avais pas du tout considéré jusqu'au sixième homme. Parce que pour le coup, ouais, c'est un rôle qui lui colle à la perfection. En fait, il y a beaucoup d'affect à Iverson, même sans l'avoir connu en direct. On a tous regardé les highlights qui sont hyper sympas à voir. Enfin, c'est un joueur entre guillemets fantasy. C'est mais dans une équipe de 2025, le souci c'est qu'on a pour beaucoup le biais de l'efficacité. Le c'est compliqué quand même un joueur qui n'a jamais atteint l'efficacité moyenne de la ligue. J'ai du mal à transposer en fait en 2025. Ça serait C'est un peu peut-être dur. différent, ouais. Le volume serait différent, le spacing est différent. Mais ouais, j'ai du mal à l'envisager. Même sur ce run de 2001.
en fait, quand on regarde dans le détail, il a un volume absolument énorme, mais il est en dessous de l'efficacité moyenne encore une fois. Et il y a pas mal de Il est pile, saisons non, où il va même pas en il est pile à l'efficacité. ou alors Mais pile à bon, c'est l'efficacité pas. peut-être. Ouais. Mais oui, en fait, il y a beaucoup de saisons où les Sixers ne vont même pas en play-off à ce moment-là, donc c'est vrai que sans l'avoir vécu et en regardant un petit peu, les stats de façon lointaine, j'ai eu du mal à aller sur un joueur comme ça. En fait, j'ai peut-être été un peu dur en disant ça serait peut-être Cam Thomas aujourd'hui. Je pense que c'est surtout la taille en fait qui fait que ça serait d'autant plus compliqué par rapport à son talent. Donc je vois Mmh. aussi Bronson, c'est pareil, hein, c'est un joueur très petit aussi, c'est pour ça que tu as fait la comparaison. Si on n'était pas sur des joueurs de si petite taille, j'aurais bien aimé le comparer à, un petit peu à Ja Morant finalement, tu vois, qui est pas grand non plus, mais qui est plus grand que ces joueurs-là, suffisamment grand. C'est un peu le type de joueur où je pense qu'il aurait shooté, tu vois, en 2025, mais qu'il n'aurait pas été hyper efficace. Il n'aurait pas été un joueur à l'efficacité incroyable, mais qui aurait été un moteur quand même assez incroyable. Ouais, je Donc pense quand ça même. reste. Ouais, je pense qu'il aurait été quand même un énorme moteur J'aurais aimé connaître un petit peu le playmaking. On peut pas vraiment dire quel est le playmaking de Allen Iverson parce que le jeu de l'époque Mais c'est ça. et surtout de son équipe où il devait tout faire tout seul en fait en attaque, fait que il l'a pas développé. Donc peut-être qu'il aurait été meilleur là-dedans en 2025. Ouais, Ouais, puis il était mis dans ce rôle d'arrière, hein, ouais, tu vois, clairement. il le Mmh. qualifiait Un même arrière d'arrière d'un pour mètre sa petite 80. taille parce que, non, mais c'était vraiment en plus, vraiment, la NBA de l'époque, on pouvait le considérer comme ça. Aujourd'hui, ça a plus de Ouais, sens ouais, de ouais. dire C'est arrière, différent. machin, parce Hmm. que ces joueurs-là font tout. Mais lui, c'était vraiment l'arrière, donc c'est vraiment on va Ouais, le scorer. scoreur. Donc c'est pour ça que j'aimerais quand même ce serait vraiment curieux de voir parce que tu vois, qu'il soit pas ultra efficace, je veux dire, on en a aujourd'hui des joueurs comme ça. Tu as Ouais. parlé de Ja Morant, c'est pareil, Ja Hmm. Morant, il a jamais atteint C'est l'efficacité moyenne ça. ou C'est pour ça que j'ai pensé peut-être à les lui. centres de true shooting plus. Après, par contre, le seul défaut d'Iverson, c'est qu'il joue pas au-dessus du cercle. Il a sa taille, en fait. C'est Forcément, ça, c'est la un défaut. taille, ça change tout. Ça change tout. Après On va. voilà, il y Ouais. a Jalen Brunson, c'est un peu la même chose. Bon, lui, il a Hmm. atteint là des mais tu vois, je me dis, je sais pas, un Allen Iverson avec le spacing actuel et Peut-être, le peut-être. Ça playmaking, pourrait être Jalen Brunson. il faudrait revoir des matchs, mais comme tu dis, c'était pas non plus ce qu'on lui demandait. Mais tu vois, dans la C'est sûr NBA même. actuelle, moi, ce serait peut-être pas si mal que ça, parce que bah, il aurait effectivement tous les ballons, mais il aurait aussi tout le playmaking. Enfin, on lui demandera un peu de tout faire. Et Ouais. ce serait intéressant en tout cas de voir qu'est-ce que ça aurait donné. Ouais. On va enchaîner. Excusez, c'est un peu de ma faute parce que quand on parle d'Iverson, je parle beaucoup, mais on a déjà 1h20 de podcast, donc on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Honoré, c'est à ton tour de choisir ton sixième homme. Hem, alors, je suis en train de regarder un petit peu, les noms que j'avais notés et je me rends compte qu'on a quand même laissé passer pas mal de joueurs historiques. Donc Ouais, j'ai déjà une équipe un peu ancienne, qui manque de spacing, mais tu en vas même rester temps, là-dessus. ouais, je crois que je vais rester là-dessus. Heu, alors j'hésite entre plusieurs. Il y a Bobby Jones aussi qu'on n'a pas cité. Hem, Ouais, ouais, moi j'ai déjà deux noms en tête. je vais Ouais, peut-être aller j'ai déjà sur deux noms en Bill. tête et c'est plutôt récent, donc je suis content que tu OK, prennes des OK, anciens, toi. ouais. Il y a Andrew Toney aussi que j'avais noté, mais au final, bon, je pense pas que ça se transpose, en 2025. Bah, je vais prendre Billy Cunningham, parce que je pense que c'est un des tout meilleurs joueurs qui n'ait pas été pris. Alors Ouais, je pense qu'il est encore plus clairement. important comme coach que comme joueur, mais comme joueur, enfin, c'était déjà du haut niveau. Enfin, il a un petit rôle dans le titre de 67. Il est encore très jeune à ce moment-là. Je me demande même s'il est pas sixième homme, je sais plus. Hem, mais après, c'est surtout sur les années d'après où il explose. Quand Wilt s'en va, quand Al Greer décline, c'est lui vraiment qui prend le lead de l'équipe, qui est moins forte, mais lui, pour le coup, monte en régime. Et alors j'ai vu qu'il avait même été troisième au MVP. Enfin, j'ai été agréablement surpris de voir ça. Je pensais pas qu'il avait été si haut. Enfin, moi, je le vois plus comme un joueur polyvalent par excellence. En fait, il faisait un peu de tout, notamment le rebond, où il était excellent à une époque où ça avait quand même plus d'importance que maintenant, parce que bon, le jeu était beaucoup plus centré vers la raquette. Et puis, c'était un joueur quand même très intelligent, enfin très cérébral de ce que j'ai pu lire. Il prenait souvent les bonnes décisions, donc j'ai pas vraiment de mal à l'imaginer s'adapter à la NBA d'aujourd'hui. Oui, c'est un des grands historiques.
un des grands historiques qu'on n'avait pas encore cité, Billy Cunningham, et peut-être qu'on aura comment dire, la curiosité d'avoir Billy Cunningham coaché par Billy Cunningham dans ton équipe, Ah, Honoré, ça se c'est trouve. possible, je suis pas le premier à choisir. Du coup, Matt, t'as quelque chose à dire sur Cunningham? Moi, je le connais pas Non, assez aussi, non, hein. bah, vraiment, c'est pour ça Ouais. que moi j'ai pas trop pris de joueurs historiques, c'est vrai, parce que j'ai pas assez la connaissance pour. C'est juste 2 noms là, vraiment pour le coup. Autant il y en a, c'est un peu des Oui, joueurs connus, des légendes Mmh. connues, mais là, ouais, non, je l'avais noté hein, mais quand c'est même, mais. c'est c'est une vraie légende des Sixers pour le coup, Billy Cunningham. Donc c'est bien que Honoré a fait le taf pour la branche historique, Et en puis tout cas. c'est à vérifier, mais je me demande si c'est pas le seul joueur à avoir été titré 2 fois chez nous. C'est 67 et possible, 83. Mmh. c'est possible. Il y a de grandes chances même. Du coup, c'est à moi, et moi je vais pouvoir enchaîner mon sixième homme et mon coach. Oui, C'est c'est bien ça. ça, hein, je Ouais, dis ouais, pas de c'est ça. bêtises. Sixième homme, écoutez, la raison voudrait que je prenne TJ McConnell, comme Mmh. ça, un nom qui paye pas de mine et qui est excellent en Ah bah sixième oui. homme. Mais le cœur va me faire prendre Ben Simmons en sixième homme dans cette Ah, équipe. Voilà. c'est Parce bien. que on parle de l'histoire des Sixers, et je suis désolé, Ben Simmons est un grand acteur de l'histoire des années 2010. Ça a été un joueur très important pour la franchise. Il a été excellent lorsque Embiid n'était pas là. Il a fait des campagnes de playoffs extraordinaires. Ensuite, ça s'est mal terminé. C'est un joueur qui a régressé déjà chez nous. Il avait commencé à régresser parce qu'il était moins implacable, notamment sur ses drives, sur ses pénétrations, et qui a de plus en plus redressé. C'est un joueur qui a eu des problèmes de santé mentale, et j'ai envie de dire, qui sommes-nous pour juger Mmh. les problèmes de santé mentale? C'est un joueur qui a eu des problèmes de dos aussi, en plus, Ouais. qui a eu beaucoup de problèmes de santé. C'était un profil extraordinaire, un meneur de jeu playmaker de 2,10 m, plus ou moins. Euh, Moi, j'ai adoré ce joueur. J'ai été très triste de la façon dont c'est terminé. J'en veux à Doc Rivers et j'en veux un peu à Joel Embiid pour la façon dont ça s'est terminé avec Ben Simmons. Et voilà, je pense que mine de rien, il va rentrer et il va. Moi, c'est le Ben Simmons des Sixers, hein. Donc, il Ah va bah créer là, du oui. jeu. Il aura de quoi faire des choses dans mon effectif. Mmh. Bah, de toute façon, Ben Simmons, c'est un joueur des Sixers, je veux dire, après c'était le fantôme de Ben Simmons hein, qu'on a vu, hein, très clairement. C'est ça. Ouais, c'est clair. C'est un joueur qui a été All NBA, hein, je tiens quand même à le rappeler, qui a été All All NBA et Defense. All Bah, Defensive, c'est pas rien. First Team. Moi, je vois beaucoup de critiques. Alors, la fanbase française, je trouve que ça, mais la fanbase américaine, c'est vraiment, même les podcasteurs américains que je regarde, vraiment, parce que là, je sais pas si il y en a qui ont vu, mais il y a, bon, c'est lui qui aimait un peu ce souhait il aimerait revenir. Parce qu'en plus, il a plus de franchise, le pauvre, malheureusement, comme tu as dit, il y a eu des problèmes de dos, de physique. J'ai l'impression que lui essaie de se retaper là, physiquement et puis sûrement mentalement. Mais il a un peu émis le souhait. Lui, je pense qu'il aimerait rejoindre NBA, mais je pense qu'il a à cœur de revenir aux Sixers parce que je pense qu'il y a un peu peut-être ce goût d'inachevé. Même s'il a plus le niveau, bon bah voilà. Mais je suis dans un Discord de Sixers américains, mais il faut voir un peu et même ceux qui animent le podcast, vraiment, ils ont pas envie, quoi. Puis il y a vraiment le truc que je vois qui m'énerve un peu dans le sens où je vois, il est mauvais, il est pas bon. Enfin, les gars, oui, alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus le Ben Simmons d'avant, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une erreur de jugement sur ce joueur-là, ou même quand ils en parlent de la fin. Mais Ben Simmons, c'était quand même un sacré joueur. Enfin, je veux dire, oui, il y a toujours en fait cet aspect de il shoot pas, il a jamais de soi-disant il a jamais voulu shooter, c'est un problème mental, c'est un joueur qui est souvent j'entends des critiques, c'est un joueur qui voulait pas, mais je pense il a pas la capacité de le faire. Je pense qu'il faut pas non plus aller plus loin que ça. Peut-être qu'il y a des comportements un peu hors terrain qui sont un peu moi ça je ne connais pas spécialement mais j'ai pas tu sais des comportements de diva mais j'ai pas non plus trop cette image-là, ça me paraît un J'ai peu pas non plus cette image. Bon, il y a eu, voilà, il a été avec une Kardashian, une oui, Jenner, ouais. à un moment donné. Du coup, ça a fait un peu son Mais histoire. bon, je veux dire, Mais le niveau de jeu, faut quand même. J'ai l'impression, en fait, on oublie le niveau de jeu qu'il avait. C'est un peu dommage, quoi. Enfin, le gars, et c'est pour ça que je dis, il avait quand même été All NBA. Ok, il avait ses défauts, mais quand même, quoi. L'équipe était c'était un ultra joueur imparfaite. formidable. L'équipe avec Joel Embiid était très, très imparfaite. Même, je parle Ils même allaient pas avant. très bien ensemble, les deux. Ouais, mais Ça, c'était un des plus gros problèmes. en saison Mine de rien. régulière, l'équipe.
on terminait Bien en sûr. top de la conférence Est. Je tiens quand même à le rappeler. Oui, il y avait des limites en play-off, on les a vues. Et même avec Jimmy Butler, ça a failli battre les Toronto Raptors, alors que Ben Simmons était là. Alors, il était mis dans un rôle très spécifique Ouais. de défenseur. Il a été enlevé de ses responsabilités offensives. Je pense que le fait c'était un premier choix de draft, il y a eu les comparaisons avec LeBron James, ça aide jamais ces trucs-là. Mais C'est sûr. n'empêche il y a des premiers choix de draft qui sont jamais All NBA, qui sont jamais All Defense. Donc voilà, je tiens quand même à le rappeler que Ben Simmons est un super joueur de basket et a été un super joueur de basket pour les Sixers. Ces 5-6 premières saisons, j'ai pas le chiffre exact, il faut que je vois. Ces 5-6 premières saisons, c'est un des meilleurs joueurs de la NBA. Un des, allez, 30 meilleurs joueurs NBA. Mm. C'est pas rien, hein. Pas l'oublier, ça, hein. Et donc, moi, Oui. j'ai beaucoup d'affection aussi pour Ben Simmons. Ouais, mais il y a une réécriture de l'histoire, j'ai l'impression, sur son passage Mm. chez nous. Je crois que c'est 4 saisons, mais c'est quand même 4 saisons de vraiment très bon niveau. C'est le souci, c'était la complémentarité avec Embiid qui ne passait pas. Et puis, Ouais, bah, comment ça s'était terminé? Malheureusement, il serait juste parti, transféré, ça passerait mieux. Là, il y a quand même un sentiment d'inachevé qui est assez terrible, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ces rumeurs de retour, hein. C'est parce que on aimerait bien qu'il y ait une autre fin un peu plus joyeuse, même si on sait que au niveau terrain, ça sera plutôt, comment dire, anecdotique. Enfin, je pense pas qu'il ait le niveau actuellement pour peser sur une équipe, hein. Bah, sinon, à mon avis, il aurait été re-signé quelque part. Mais ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et j'espère vraiment qu'il retrouvera une place quelque part. on va enchaîner. Je vais aller très vite sur mon coach. Je vais prendre Nick Nurse. Je vais prendre Nick Nurse parce que là, pour le coach, vraiment, je vais prendre des coachs que je connais. Et au-delà, avant 2000, je les connais pas. Donc en gros, mon choix, c'était Nick Nurse, c'était Brett Brown ou c'était Doug Collins. Hum. Et de ces trois-là, je préfère Nick Nurse, même s'il a des défauts. On parle notamment des minutages exagérés de certains joueurs. Mais parmi ces trois sur lesquels j'ai choisi, j'ai pas choisi Cunningham parce que je connais pas assez ses qualités de coach, justement. Ou d'autres d'ailleurs. Donc moi je prends Nick Nurse parce que mine de rien, c'est le meilleur coach de l'ère moderne, je pense qu'on ait eu. J'aurais pu choisir Brett Brown quand même parce que c'est un coach sous-estimé et c'est un coach qui a mangé beaucoup de, je vais rester poli, mangé beaucoup d'excréments Hum. pendant certaines périodes de Sixers et qui a fait vraiment beaucoup de choses positives pour les Sixers. Donc j'aurais pu prendre Brett Brown et je prends Nick Nurse quand même. Voilà. J'enchaîne sur mon pick. Ouais, 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 on Euh, va faire vas-y, ça. vas-y. alors, bon, du coup, c'est vrai que je trouve ça bizarre de prendre Billy Cunningham après l'avoir pris en joueur. Donc, je vais peut-être pas faire ça. Sinon, je serais parti sur lui. Je vais prendre Alex Hannum. Du coup, c'était le coach du titre de 67. Alors bon, c'est pareil, hein, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. C'est un coach très ancien, mais juste pour la restructuration du jeu de Wilt, en le rendant plus passeur, plus collectif. Je Le pense coach qu'il de a, Wilt à il a l'époque. vraiment un rôle là-dedans. Et puis vu que j'ai déjà Wilt dans l'équipe, je trouve que ça colle plutôt Ouais. bien. Donc je vais partir sur celui-là. Ouais, très logique de prendre le coach qui a magnifié Wilt Hum. pour coacher une équipe dans le franchise player et Wilt. Mm. Matt, Bah moi je vais prendre Brett Brown. Moi vas-y. c'était Nick Nurse ou Brett Brown de toute façon. J'aurais été embêté si vous aviez pris les deux. Mais ouais, je prends Brett Brown. Bah, t'as déjà un peu évoqué le sujet. Moi, je trouve qu'il est très, très sous-estimé, hein, Brett Brown, hein. Vraiment, c'était un super coach, hein, aux Sixers. Le jeu qu'il a développé avec Joel Embiid, là, un peu à la façon Warriors. Bah, c'est un gars, un assistant qui était avec Pop, hein. Donc, je pense que c'est pas pour rien, hein. Bien sûr. Il avait un playbook très, très développé, moi, que j'aimais C'est beaucoup. dommage qu'on ne l'ait pas revu d'ailleurs. Ouais, je Ouais, suis Donc, surpris ouais, qu'il ait ouais, je pas retrouvé de regrette un peu, poste, ouais. hein. Et non, moi je regrette qu'il se soit fait virer, c'était même pas de sa faute en plus. Vraiment, il y hmm. pouvait rien et Tout ça pour Mm. mettre Doc Rivers. ouais, c'est L'équipe ça. était ignoble en 2020. Il y Ouais. pouvait rien, c'était la construction d'équipe, hein. Bah c'était le fusible facile, mais normalement le fusible ça aurait dû être le general manager, hein, parce que c'est lui qui a fait toutes les erreurs Bien sûr. de pas Mm. re-signer Butler alors c'est lui qui a fait le trade, qui ne le re-signe pas, qui signe Al Horford. Enfin, on se retrouve avec une équipe qui a pas du tout de spacing et qui est pas du tout cohérente.
Même si les joueurs en plus sont bien. Moi, à Horford, j'adore ce joueur, hein. Ouais, Vraiment. Je trouve que mais même c'était pas chez nous, quoi. l'idée aurait été pas si bête que ça. Mais déjà, il aurait pas fallu que t'aies Ben Simmons. Il aurait fallu que ce soit quand même C'est ça. autrement. Parce que Embiid, Horford en Et pas soi, Josh Richardson. voilà. C'est-à-dire, là, pour le coup, il y avait Tobias Harris qui savait shooter. Vraiment. Et quand c'est Tobias Harris ton meilleur shooter, bon, c'est quand même Bah, voilà. problématique. Surtout Bon, que. à Horford, mais à Horford, on peut pas le considérer comme un spacer. Si Al Horford est ton spacer, c'est que ton équipe a un problème, en fait. Bah oui, puis le problème, c'est. En fait, le problème, c'est pas non plus que le spacing, c'est que tu n'as plus de créateur sur demi-terrain. Parce que Joel Embiid, Ouais. c'est un créateur particulier. Et en plus, c'était pas encore le Joel Embiid qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Si c'était le Joel C'était Embiid, censé. ça aurait peut-être été différent, mais c'était Hmm. pas encore le cas. On était plus sur un joueur quand même qui avait besoin d'un très fort créateur. C'est pour ça qu'avec Butler, ça a marché très bien. Et je trouve qu'il y a aussi eu cette erreur-là, c'est que tu enlèves toute création, il y avait plus de création de jeu, et t'enlèves tout En le fait, spacing. c'était censé être Josh Richardson qui était pas mal responsabilisé à Miami, Ouais. justement, juste avant d'arriver chez nous. Mais en fait, il faut toujours mettre une sorte de petite taxe sur les joueurs qui sont coachés par Spo, de ce qu'ils donnent avec Spoelstra et de ce qu'ils donnent après sans lui, en fait. Hein, Ouais, parce et que puis. il avait montré des très belles choses à Miami. Et puis surtout, c'était un mauvais shooter. Donc, si Bah ton ouais. créateur principal, en plus d'être un créateur moyen, est un mauvais shooter, bah en fait, personne ne le respecte et on s'en fout en fait de Josh Richardson. Et c'est ce qui s'est passé chez nous à l'époque, quoi. Bah ouais, c'est ça. Alors après, je pense qu'il y a eu un peu le divorce entre la franchise et Butler, parce qu'il n'y a pas eu la re-signature, parce qu'il sentait bien que voilà. Mais ça, je vais quand même le dire, c'est mon avis, hein. Je le pense de plus en plus. Je pense que Butler réécrit beaucoup l'histoire. Je pense que Ouais, Butler peut-être. réécrit beaucoup l'histoire avec son histoire. Vous n'avez pas voulu me re-signer, vous avez préféré Tobias Harris. Moi, pour moi, Butler, je suis presque persuadé, mon souvenir de l'époque, c'est qu'il voulait signer à Miami. Il voulait signer à Miami et il a forcé son trade pour Miami parce que c'est un sign and trade, hein, qui a eu lieu. Oui. C'est pas un trade ou une signature via la free agency. Donc, pour moi, Butler réécrit l'histoire pour le coup. Et j'ai l'impression qu'il réécrit beaucoup d'histoires. C'est pour ça que ça me met sur Ouais. la piste Mm. que c'est possible aussi qu'il réécrive celle-ci. C'est possible parce que, alors, il y a eu quand même des articles, je sais pas s'ils sont vrais ou pas, que l'entente, bon, c'est vrai que je le prends du coup, Brett Brown, mais c'est vrai que je me souviens maintenant que je le dis, qu'on en parle. L'entente apparemment avec Brett Brown n'était pas ouf entre lui En et même temps, Brett Brown. Butler, il s'entendait Ouais. il s'entend avec pas grand monde non plus, Bah, hein. c'est vrai que tu C'est un vois, joueur que j'adore, parce que mais avec Spoelstra, je sais pas si vous vous ça s'est souvenez, mal il y terminé, hein. avait eu une embrouille à un moment sur le banc et Ouais, tout. ouais, Alors, bien ça sûr. les empêche pas d'aller en finale NBA après, hein, contre Denver. Hmm. Mais il y a eu, je m'en rappelle, un peu cette embrouille sur le banc de Et touche. puis, Mais oui, hmm. mais après, je sais pas, on sait pas trop comment ça s'est passé. Après, j'ai envie de dire, c'est quand même pour moi un peu l'erreur du general manager. Oui, oui, bien sûr. Si tu fais un trade pour Butler, pour moi, il faut que tu t'en assures. Mais on sait comment ça se passe en NBA. Oui, il a qu'un an de contrat, mais tu peux t'entendre en amont pour une prolo. Enfin, tu vois, pour que tu te dises, si on trade pour toi, bah, par contre, nous, on veut que tu restes. Donc, il y a un Ouais. peu de, tu vois, Pascal Siakam, j'imagine, c'est ce qui s'est passé. OG Anunoby, là, récemment, c'est ce qui s'est passé. Bah, sinon, tu fais pas le trade. Parce que le trade, pour moi, j'avais vu des gens dire que c'était pas une très bonne idée. Moi, si, pour moi, le trade de Butler, il fallait le faire parce que tu amènes un peu ce joueur star. Mais si par contre, le joueur, tu ne le Il part gardes 6 pas, mois après. bah oui, là, du coup, c'est pas pareil. Tu vois, c'est complètement différent. Mais du coup, ben voilà, Brett Brand a empathie de tout ça, c'est lui qui se fait virer, mais alors qu'en fait, c'est même pas de sa faute. Et moi, je pense que c'est un coach sous-estimé. Ouais, Mm. on est d'accord. Bon, GM, on prend tous Daryl Morey ou on va aller chercher Sam Hinkie. Ou Saminki, ouais. Euh, L'un ou Ouais. l'autre, j'ai envie de Bah, Il y dire. a deux je vais quand choix. même garder Daryl Morey pour le coup, parce qu'on est sur une équipe construite. Moi, je préfère garder Daryl Morey pour aller chercher les ajustements pour le coup. Mais bon, ça se vaut avec Inky. On a fini. On fait un petit récap avant de se quitter. Ouais. Honoré, rappelle-nous toute ton équipe. Alors, moi, j'ai Mochix à la main. J'ai pris Gigi Reddick en 2, Irving, Dolph Chase et Wilt. Alors, en 6e homme, j'ai Billy Cunningham et en coach Alex Hannum. Donc, Matt. Ah, excuse-moi. Vas-y. je voulais juste dire que j'aurais bien aimé avoir un spacer en plus. Peut-être à la place de Mochix. Oui, c'est C'est vrai qu'on peut dire nos regrets, ouais. ouais, Donc, tu aurais aimé avoir un je spécial en pense que plus? c'est vraiment ce qui manque à cette équipe. Harden, bah, qui est parti juste avant que j'allais le prendre. Sinon, ouais, il y avait Maxey que j'aurais peut-être
pu prendre un pick avant, je sais pas. Mais sinon, à part ça, ouais, j'aime bien ce draft historique. J'ai fait une équipe historique, pourquoi pas. Matt? Ouais, alors moi j'ai pris Tyrese Maxey, Jimmy Butler, Paul George, André Iguodala, Joel Embiid, donc ça c'est pour mon 5 majeur. En 6e homme, j'ai pris Allen Iverson et en coach, j'ai pris Brett Brown. Moi, j'ai pas trop de regrets, hein. Franchement, c'est l'équipe à peu près que je voulais reconstruire. Et en 6e homme, oui, j'ai pensé, hein, à Ben Simmons, que ça faisait vraiment reconstruire un peu, mais bon, je ne pouvais pas ne pas prendre Allen Iverson à ce moment-là, c'était pas Oui, possible. évidemment, évidemment. Donc, J'aurais pris Iverson si t'avais pris, ouais. si aucun de vous ne l'avait Ouais, moi, pris, je hein. l'aurais pris avant toi. Donc, ouais, ouais. Moi, je rappelle mon équipe. Donc, j'ai James Harden à la main, j'ai JJ Redick en poste 2, j'ai Non, je Holiday. Non, euh, non, oui, c'est... j'ai dit JJ Redick, excusez-moi, Ouais. j'ai Drew Holiday à côté de James Harden. J'ai donc Robert Covington, Charles Barkley en forward et j'ai Moses Malone en pivot. En 6e homme, j'ai donc Ben Simmons et pour coacher tout ça, ce sera Nick Nurse. Moi, j'ai pas trop de regrets. C'est un peu l'idée que j'avais dès le départ. En fait, je me suis mis un plan tout de suite. Je me suis dit, je vais construire mon équipe autour de Charles Barkley parce que il fallait choisir un first pick et je pense qu'il n'y avait pas trop de mauvais choix. Il y en avait plusieurs possibles. Donc, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de spacing et c'est là où j'ai pris. En fait, j'estime que James Harden n'améliore pas tant que ça ton spacing. Il Mmh, améliore ta création parce qu'en fait, ouais, off-ball, il améliore rien du tout. En fait, James Oui. Harden, il fallait qu'il ait le ballon entre les mains, mais je pouvais pas passer à côté en fait ouais. d'avoir Harden et surtout que Barkley avait l'habitude de jouer avec un meneur gestionnaire comme Matt le disait. À l'époque, c'était Kevin Johnson aux Suns dans son grand Mmh, prime. Euh, et donc, je me disais ça pouvait fonctionner. Maintenant, j'ai été chercher mes 2 role players qui complètent plutôt bien l'équipe. Et puis, je suis content aussi d'avoir Moses. C'était un peu l'idée. Barclay Moses, c'était quand même un peu l'idée mmh. de reconstruire cette raquette qui était très dominante. Et puis donc Ben Simmons, je suis content aussi finalement, hein. J'aurais voulu Iverson, mais je suis très content que je me retrouve avec Ben Simmons. Il va pouvoir créer. Bah, ça n'améliorera pas mon spacing non plus, mais au moins j'aurai un dynamiteur en sortie de banc. Et puis bon, Nurse, pas grand-chose à dire, on le connaît tous. Donc, dernière chose avant qu'on se quitte, je vais vous demander à chacun de choisir l'équipe de quelqu'un d'autre. Voilà. Honoré. En 2025, je pense que je pars avec l'équipe de maths. C'est l'équipe la plus moderne et celle qui est la plus transposable. Enfin, je pense qu'il y a tout. En fait, vous m'avez un peu surpris en prenant autant de joueurs modernes, mais je pense que ouais, c'est ce qui se transpose le mieux forcément. Et ouais, il y a du talent, il y a du shoot, il y a de la défense. Ouais, je pense que c'est la meilleure équipe. Je vais enchaîner parce que je prends celle de Matt aussi. C'est difficile de pas être d'accord. Mm. En fait, à partir du moment où il a été cherché, je pense, hein, après Butler, tu vois, il prend les 2 tournants, c'est Tyrese Maxey en 3, si je me souviens Mmh, bien, ouais. et ensuite Paul George en 5. Paul George, moi, je me suis empêché de le prendre parce que je pense que mon équipe aurait été meilleure justement avec Paul George. Mais comme il prend Paul George, là, son équipe, elle devient difficilement battable pour nous deux. Et je trouve que c'est la meilleure équipe de la draft. Matt, Moi, je vais quelle est ton équipe moi, je vais préférée? prendre celle d'Amine, mais après, c'est parce qu'il y a aussi un manque de connaissances qu'en vrai, je pense qu'il y a énormément de talent dans celle qu'a pris, Honoré. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, bon, bah, tu vois, même Wilt, on sait ce qu'il est parce qu'on a un peu le narratif, mais on n'a même pas trop des images de ces matchs, tu vois. Puis c'est tellement une NBA qui était pas pareil que, en fait, on a du mal à juger. Mais bon, j'imagine que ça aurait été un joueur. Si Ben Taylor le compare, enfin, il fait le comparo avec Embiid, j'imagine on est un peu sur ce même genre de joueur qui aurait été ultra Mm. dominant. Mais ouais, bah, en plus, moi, il y a des affects avec certains joueurs, James Harden, Ben Simmons, même Barkley, que quand je regarde un peu il faudrait que je me refasse peut-être si je trouve des matchs là, parce que c'est vrai que quand tu me dis le Zion, moi Zion c'est un joueur que j'adore, donc tu vois, c'est un peu aussi Franchement, donc ouais, je suis obligé c'est d'aller vers cette triste. équipe là, quoi. C'est triste pour les Sixers, mais si tu veux revoir du Barclay, regarde l'année de la finale avec les Suns, Ouais, le up-tempo, ça jouait à 100 à l'heure en fait, et dans une NBA qui jouait pas trop comme ça à l'époque. ouais. Et comme quoi les Suns, ils ont toujours été un petit peu dans ce Oui, délire c'est vrai, ouais. finalement. Et je te conseille de voir ça parce que c'est cool à regarder Barclay aux Suns.
Écoutez, je pense qu'on a fait un très, très long podcast. On a fait du mieux qu'on a pu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si on a dit des bêtises. On fera peut-être même, je viens d'y penser, on fera peut-être même un petit post Twitter où on vous demandera de voter pour Oui. l'équipe que vous préférez, parce que ça, c'était sympa chez Dunk Hebdo, on fera pareil. Matt, on te retrouve notamment chez QI Basket. Moi, je ne rate plus un seul épisode de Beyond the Hoops et pas seulement quand tu es là, ce qui est une bonne nouvelle pour QI. J'adore ce qu'ils font avec Benji en chef d'orchestre, qui est parfait. Donc moi, je conseille à tout le monde d'écouter Beyond the Hoops, mais aussi donc chez QI, il y a Matt et il y a des super vidéos, il y a des super articles. Matt en fait, donc voilà, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, ouais, bah, toujours chez QI, ouais, en podcast, en article qui devrait y en avoir. Je manque un peu de temps forcément, mais il y a une vidéo que je dois faire là sur Miami et l'attaque, un peu leur nouvelle attaque, mais c'est pareil, faut trouver le temps et puis, bah, des articles, mais en tout cas, il y a des choses qui vont paraître. En tout cas, il y a toujours les podcasts qui sont réguliers. Il y en a souvent même 2 par semaine, vu qu'on a quand même il y a une grosse équipe chez QI et voilà, bah, j'interviens quand même assez souvent. Ouais, moi en tout cas, je suis devenu, je ne rate plus aucun épisode de Beyond the Hoops, ça je te le dis. Honoré, est-ce que tu as quelque chose à promouvoir? Non, de mon côté, à part le podcast 76, non, j'ai pas d'autres actu. C'est déjà pas mal. OK. Je te rassure, j'en ai pas non plus. Même si ça peut peut-être changer dans quelque temps, même si franchement, rien de sûr. On va dire que je suis en bonne santé, ce qui est déjà bien. Voilà, Mmh. c'est quoi mon actu? Je suis plutôt en bonne santé en ce moment. Donc voilà, nous on se retrouve très bientôt. Enfin, normalement, vous allez peut-être avoir, une dose plus rapide que prévu pour un nouvel épisode de 76. Donc restez à l'affût et puis, à bientôt. Ciao. Salut! Ciao.